Salut, bienvenue à tous en direct pour ce live donc sur le groupe Paléo France, mais aussi en replay sur YouTube. On va donc faire ici un petit rappel sur le régime paléo et répondre à toutes vos questions. Vous étiez pas mal à nous laisser des questions et j'aurai ceci à faire un petit recueil de questions que vous vous posez très souvent sur le régime paléo. Donc ce soir, on va justement y répondre en détail. Ça fera un bon petit rappel parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent connaître le régime paléo, mais qui au final l'appliquent mal ou avec des erreurs. Avant de démarrer, on va faire un petit tour d'horizon pour savoir qui est avec moi ce soir, parce que oui, je ne suis pas seul. Donc, on va commencer honneur aux dames par Maude. Salut Maude, qui es-tu? Que fais-tu Salut là? Wilfried. Alors moi je suis coach chez toi, du coup coach bien-être, modératrice de tes groupes Paléo France et puis Bimove Exactement, donc essentiellement. tu interviens sur Paléo France pour faire un peu, voilà, pour répondre aux questions des gens, pour faire un peu la police, etc. Je suis la gendarmette de Paléo. Exactement. Et tu as aussi pas mal d'activités, du coup, tu fais pas mal de fitness, tu as un compte Instagram où on voit un peu tes séances de fitness, Oui, et tu es aussi prof d'anglais à l'occasion. oh à Voilà. l'occasion, plus qu'à l'occasion, mais ouais. Multicasquette. C'est ça. Joris, qui es-tu? Je sais pas. Je suis coach chez Bmove depuis longtemps maintenant, je crois que ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans. Puis par la suite, je me suis formé en naturo, donc maintenant je suis naturopathe et je dédie ma pratique à la pathologie qui m'a touché personnellement, c'est-à-dire une pathologie intestinale, donc spécialisée dans les troubles digestifs et auto-immuns. Ok, parfait. Donc, effectivement, tu bosses chez Mimou depuis de très nombreuses années maintenant. On a fait pas mal de vidéos ensemble sur Ouais, l'intestin, sur la maladie auto-immune, etc., qui sont donc tes spécialités depuis très longtemps. yes. Donc, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet en traitant donc des questions. Alors, peut-être on va faire un très rapide rappel sur qu'est-ce que le régime paléo pour ceux qui arrivent, qui débarquent, qui n'y connaissent rien, pour les petits nouveaux. Tiens, bah, Maud, par exemple, est-ce que tu pourrais, en une phrase ou deux, nous définir, toi, à ta sauce, qu'est-ce que le régime paléo? Alors, le régime paléo, ou plutôt le modèle paléo, c'est la façon dont on est censé s'alimenter pour être bien dans sa peau et dans sa silhouette et surtout dans ses intestins, etc. Donc, histoire de virer tout ce qui est alimentation inflammatoire et puis garder que ce qu'il y a de bon, donc tout ce qui est micronutriments, tout ce qui est vitamines, pour qu'on se sente bien. Voilà, tout simplement. Exactement, ouais. Et j'aime bien, effectivement, que tu as employé le mot anti-inflammatoire, parce qu'effectivement, l'alimentation moderne est très inflammatoire globalement. Et en revenant à l'alimentation de nos ancêtres, on arrive à manger de façon beaucoup plus anti-inflammatoire et retrouver un équilibre. C'est extrêmement important la notion d'équilibre. Toi, Joris, si tu devais donner ta définition du modèle paléo, qu'est-ce que ce serait? Euh, le régime physiologique de l'être humain. Voilà, tout simplement. Ouais, C'est pour moi, c'est ce que c'est. Quand on se pose une question, on se dit qu'est-ce qu'il faisait il y a 200 000 ans et généralement on a la réponse pour la plupart des questions, pour le beurre, pour le pain, pour les pâtes, on a la réponse à notre question en fait. Donc je trouve que c'est la meilleure définition pour ouais. moi. Et effectivement aussi, enfin, moi, je regarde un petit peu des fois, voilà, d'autres chaînes YouTube ou d'autres personnes qui parlent d'alimentation santé et ceux qui parlent Mhm. vraiment d'une bonne alimentation santé, en fait, indirectement, ils convergent au régime paléo. En fait, c'est C'est ça, souvent sans quelque le chose dire. sans le dire, tout à fait. Des fois, il y en a qui donnent d'autres noms pour ne pas justement avoir d'étiquette, mais en tout cas, ça reste du paléo. Ok, très bien. Mm. Euh, donc, pour ceux qui sont en live sur Facebook au moment où on enregistre des vidéos, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra. Maud sera l'intermédiaire et nous fera donc un petit récap de vos questions. On va donc commencer par Joris. Du coup, tu avais posé des très bonnes questions et des questions qui sont couramment demandées sur nos différents médias. Yes. On rentre dans le vif du sujet. Première question, peut-on être carencé avec le régime paléo? Alors, est-ce que quand on mange paléo, on va avoir des problèmes de vitamines, de minéraux, etc. C'est un jury, justement. Est-ce que tu pourrais répondre? Alors, normalement, non. Normalement, si on mange strictement paléo, dans les quantités qui correspondaient à celles de nos ancêtres, normalement, non. Sauf qu'aujourd'hui, la pomme d'aujourd'hui n'est pas équivalente à la pomme d'il y a 200 000 ans en termes de nutrition et micronutriments. Et donc, et la quantité avec laquelle on mange est différente aussi. Notre contexte a changé, nos besoins ont changé, puisque plus de pollution égale besoin de plus d'antioxydants pour lutter contre ça, etc. Donc oui, maintenant, aujourd'hui, on peut être carencé pour deux choses, celles que je viens de citer, et surtout aussi
le fait que c'est très difficile pour une personne de suivre strictement le paléo aujourd'hui. Et donc, par exemple, quand il faudrait manger 10 à 12 portions de légumes par jour, ce qui est une quantité assez importante, la personne ne le fait pas forcément. Et donc, du coup, il peut y avoir des carences. Mais en général, je dirais non. Mais aujourd'hui, oui. Et toujours faire des prises de sang, se faire suivre par son médecin, regarder. Moi, plus les compléments alimentaires que je mettrais plus en avant, ce serait le zinc, par exemple, la vitamine D, les oméga 3 surtout, et le magnésium. Peut-être la glycine, parce que on n'aime pas tous les abats et le bouillon d'os. Mais voilà, en gros, voilà. Ouais. Et moi, effectivement, comme tu disais, effectivement, ce serait plutôt les gens qui font des erreurs aussi, effectivement, dans le paléo. Beaucoup de gens font une lecture rapide, on va dire, de ce qu'est le paléo et ils peuvent faire des grosses erreurs, en fait, qui peuvent dire, ah bah, tu vois, en fait, ça marche pas le paléo. Parce qu'ils font Ouais. des erreurs. Par exemple, si on prend le modèle américain du paléo, qui est très orienté viande, par exemple, si on regarde beaucoup de recettes de cuisine sur les sites américains, il y a beaucoup de viande, donc quelqu'un pourrait croire que faut consommer quasiment que de la viande, que c'est un régime carnivore. Ouais. Et forcément, en termes de micronutriments, il peut avoir des carences. Mm, Donc, à ce niveau-là, c'est clairement un problème. Mais sinon, ouais, c'est clairement un régime qui n'est pas carencé, au contraire, c'est plus le régime, on va dire, occidental moderne qui, lui, yes. peut emmener des carences. Mm. Deuxième question, peut-on être végétalien avec le régime paléo? Alors, je vais répondre de mon côté. Végétarien, oui, sans aucun problème. Justement, j'en parlais un instant. La viande, elle est quelque chose qu'on peut mettre de côté. Idem pour Alors, le poisson, je serais un peu plus modéré peut-être. Mais tout ce qui est viande, c'est possible parce qu'on va trouver notamment tout ce qui est acide aminé dans les œufs, justement, dans quelques pseudo-céréales comme éventuellement le quinoa, le sarrasin, etc. Après, moi, je serais plus tendance ovo-végétarien, on va dire. L'avantage de manger du poisson, notamment, c'est que c'est plutôt riche en oméga 3. Et le problème, c'est que si jamais on mange zéro source animale, on peut avoir des carences, justement, sur deux choses que je vois ici clairement. Ça peut être d'une part les oméga 3, justement, d'origine animale, EPA et DHA. Et puis la vitamine D3 aussi, qui est donc uniquement d'origine animale. La vitamine D2 est d'origine végétale. Et clairement, en fait, elle est moins bien assimilée par le corps. Et comme déjà, il y a une grande partie de la population qui est en carence de vitamine D, si on mange uniquement des sources de vitamine D2, pour avoir un bon niveau de vitamine D, c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà, végétarien, oui. Végétalien, on va dire plutôt vegan, non. Pour moi, c'est pas compatible avec le paléo. Ça pourrait, mais ce serait. Faudrait se supplémenter, quoi. Enfin, et Oui. du coup, ça correspond pas Ouais. forcément Non, avec voilà. le. Parce que normalement, si on prend exemple des véganes, un vrai vegan ne pourrait pas prendre des compléments d'oméga 3 qui sont issus des poissons, par exemple. Non. Mm. C'est clair. Idem pour des compléments de vitamine D, si sont issus, tu vois, un peu. Je sais la vitamine D3, si je prends Zima-D, par exemple, c'est issu de la laine du mouton. Donc le mouton n'est pas tué, hein. C'est juste qu'on prend la laine de mouton et on la passe sur des UV et avec des petits traitements chimiques, on récupère la vitamine D. Un vegan, en fait, il n'accepterait pas ça parce qu'il y a eu utilisation d'un animal, quoi. Même si on l'a juste tondu, on lui a fait une coupe de cheveux, entre guillemets, quoi. Mais voilà. Surtout qu'il meurt si on lui fait pas. Enfin bref, ça nous débat. Voilà. Donc végétarien, oui. Vegan, paléo, non, c'est pas compatible. Troisième question. Les légumes, vaut mieux-il les cuire ou les manger crus? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ton avis, toi, Maud, par exemple, comment tu répartis tes légumes? Est-ce que tu les cuis? Est-ce que tu les manges crus? Ah, alors moi, j'adore les légumes semi-cuits. Alors, oui, non, je préfère les faire cuire au wok, mais j'aime bien toujours garder un petit peu le côté croustillant et pas les faire fondre comme de la purée. Il faut que ça reste croquant. C'est important pour la mastication. Pour les C'est fibres une aussi, ouais. première, oui, pour les fibres. Mm. Une première partie de la digestion se passe ici. Donc, je préfère vraiment. Après, cru, je pense que ça peut être très bien, hein. J'ai par exemple mon conjoint qui est très salade. Moi, j'aime bien les salades, mais c'est au niveau du ventre, en fait. Je sais que les légumes crus me réussissent moins. Donc voilà, faut adapter, c'est comme tout, faut toujours adapter aussi à soi. Moi, je préconise en général moitié-moitié. Ouais. Moitié cuit, et puis manger aussi des légumes crus, c'est important pour ne pas avoir de perte justement de vitamines, parce que là on parlait de carence, et le problème c'est que quand on commence à faire cuire certains aliments, il y a des vitamines par exemple qui vont être détruites avec la chaleur. Ça, c'est évident. Donc si vous faites que des poêlées de légumes, à un moment, il va y avoir pas 100% de ce qu'il y a dans les légumes. Après, il y a des systèmes intermédiaires, comme par exemple la cuisson à la vapeur douce,
Mhm. sans dépasser les 100 degrés, par exemple, qui permettent d'avoir un bon compromis, on va dire, quoi. Ouais. Après, pour certains aliments, c'est vrai pour certains et c'est pas forcément vrai pour d'autres, puisque par exemple, la tomate, lorsqu'on la fait cuire, on a plus de lycopène, en fait, une fois cuite, en fait. Et, euh, et c'est un antioxydant qui est hyper puissant et qu'on retrouve en grande majorité dans le corps. Et donc, voilà, c'est ça, 50-50, je pense que c'est le bon deal, en fait, pour profiter de tout. Il y a Swazik qui pose une bonne question là sur le live qui dit est-ce que les jus de légumes peuvent faire partie des portions journalières de légumes? Hmm. Alors moi je répondrais que de temps en temps pour se faire plaisir, pourquoi pas. Après, il ne faut pas uniquement consommer ces légumes, de mon point de vue en tout cas, que par les jus, parce que comme tu disais effectivement très bien Maud, il y a la partie mastication qui est importante et qui permet aussi d'avoir la satiété qui arrive. Donc par contre, à titre curatif, pourquoi pas. Ponctuellement, enfin si jamais on manque de minéraux, si on veut se refaire une petite cure de légumes, l'avantage des jus, c'est que notamment on va avoir une grande quantité de légumes dans un petit volume, on va dire. Donc c'est une bonne façon de consommer beaucoup de légumes. Après, attention, il y a aussi la différence entre juste mixer des légumes au blender, par exemple, et puis faire de l'extraction avec un extracteur. Dans l'extracteur, on va vraiment avoir que le jus sans avoir avec une perte totale des fibres. Yes. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on va, dans certains légumes, comme je pense à voilà, enfin, la carotte ou la tomate qui sont plutôt glucidiques, on risque d'avoir du coup beaucoup de glucides. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Plutôt maximiser dans ces cas-là les légumes verts. Ton avis, Joris, du coup? Euh, c'est un peu ce que tu as dit. De toute façon, c'est très bien en fait. Moi, je préconise toujours les jus de légumes chez les personnes qui ont des intestins enflammés en fait et qui peuvent pas, par conséquent, prendre des fibres. Après, je préfère. Il y a certaines personnes, par exemple pour les maladies auto-immunes, où là, la quantité de légumes elle doit être apportée de façon maximale. Et en fait, les smoothies, pas de fruits, de légumes avec un petit peu de fruits histoire de donner du goût. C'est super parce que du coup, on a tout ce qu'il faut. En fait, on a les fibres, on a tout ce qu'il faut et ça nous permet d'avoir une boisson à côté de nos repas en fait. Et donc, ça apporte les légumes en fait supplémentaires. Mais par contre, les fibres, il y a une question sur ça, mais c'est crucial en fait pour le microbiote intestinal. Si on les enlève et qu'on prend que des jus de légumes, au bout d'un moment, il va y avoir un problème parce qu'elle protège en fait les fibres. Ouais. Et c'est comme si après on mangeait que de la viande directement sur le microbiote et là ça pose problème. C'est l'ensemble en fait qui est bénéfique. Ouais, tout à fait. D'où l'intérêt effectivement de consommer des légumes crus et cuits pour avoir justement le meilleur des deux mondes en fait, quoi. Yes. Une bonne digestibilité des légumes cuits et l'intégralité de ce qu'apportent les légumes crus, c'est-à-dire fibres et vitamines et minéraux. Donc justement, l'action d'après, c'était smoothie ou jus de légumes ou de fruits. Donc on a répondu en partie donc grâce à la question de Swazik. Attention, comme tu disais effectivement, Joris, attention au smoothie uniquement 100% fruits. Pour moi, c'est comme un jus d'orange. Ah oui. C'est très sympa pour se faire plaisir le week-end. Par exemple, c'est un dimanche matin, il fait beau. Cheat meal. Voilà, ça peut être considéré presque comme un petit cheat meal. Un bon jus un bon smoothie, c'est vrai que c'est bon, on va pas se mentir, c'est assez délicieux, c'est sucré, c'est appétissant. Par contre, si vous en prenez genre 2 par jour, tous les jours, le problème, c'est que, en fait, on se rend pas compte qu'on consomme énormément de fruits dans ces cas-là. Par exemple, dans un smoothie, on peut mettre genre une banane, 2 pommes, une mangue, enfin des fruits qui sont très sucrés. Et en fait, dans un verre, en fait, on peut avoir l'équivalent de genre 4-5 fruits. Si c'est occasionnel, c'est pas gênant, mais si on en prend 2-3 par jour, ça augmente considérablement la quantité de glucides. Et justement, on va en parler après. Et ça peut être dangereux du coup. Donc attention aux smoothies composés de fruits. Alors justement, on parle de glucides. Quelles sont les bonnes sources de glucides dans le paléo? Maud, est-ce que tu as une idée du coup Je pense que tu connais la réponse. Quels sont les bons glucides dans le paléo? Ah, moi, je suis low carb. Hein. Bon, alors on va se dire que les féculents, tels les patates douces, certaines semi-pseudo-céréales acceptées comme le riz basmati, quinoa, sarrasin, choses, voilà, qui pourraient passer. Après, faut aussi pouvoir le tolérer. Il faut que son microbiote justement le tolère. Et puis, moi, je sais que je préfère le glucide des légumes, même s'il y en a quand même. Donc, c'est pour ça que mes assiettes sont low carb. Mais bon, surtout si ça encadre une séance de sport, on peut mettre des patates douces. En plus, c'est très très bon. Pas de problème. Patates douces, donc effectivement riz basmati, pourquoi pas l'occasion, quinoa, sarrasin et bien sûr les fruits.
Oui. sont des excellentes sources de glucides dans le paléo. Sachant que dans le paléo, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, on ne bannit pas les glucides. C'est plutôt une alimentation low carb, comme tu le disais très bien, Maud, comparativement, on va dire, à l'alimentation occidentale. Oui. Euh, Oui, c'est dans ce sens-là. Voilà, on va dire que une consommation entre 50 et 100 grammes de glucides par jour, à modérer suivant votre activité physique, ça convient sans problème. Moins on est actif, moins on a besoin de glucides en fait. Ouais. Et plus on se bouge, si vous faites une séance de sport intensive, par exemple, tous les jours, ce qui est mon cas, je fais 1 heure de crossfit tous les jours, dans ces cas-là, une bonne source de glucides avant l'entraînement, c'est idéal du coup pour donner un petit coup de boost, pour pas avoir un coup de mou, parce que c'est vrai que quand on fait des efforts explosifs, on a besoin d'avoir de l'énergie tout de suite disponible. Et le problème notamment d'avoir de l'énergie issue des graisses, c'est que c'est une énergie qui est lente à se diffuser. Donc pas très compatible avec l'explosivité qu'on a besoin sur certains types de sports. Mais après, voilà, si vous faites par exemple de l'endurance, dans ces cas-là, vous pouvez sans aucun problème diminuer votre source de glucides, ça marchera sans aucun problème. Qu'en est-il du riz dans le régime paléo? Alors, je sais que Joris avait fait un très long article. Alors, je ne sais plus si c'était sur le site ou sur le groupe Facebook. Sur le groupe. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un résumé, du coup, nous dire ce que tu penses du riz dans le régime paléo? Alors, c'est comme toutes les questions où ça dépend de la personne, du contexte, etc. C'est vrai qu'on va souvent dire ça dépend, en fait. Parce que les gens, parfois, ils aiment bien avoir des réponses toutes faites, genre c'est blanc ou noir. Ouais. Et c'est pas en le fait, cas, en fait. C'est pas le cas, en fait. Très souvent, c'est comme j'expliquais un peu par rapport aux glucides, il n'y a pas de valeur absolue, c'est une valeur relative par rapport à votre style de vie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours s'attendre à avoir une réponse claire et nette. Moi, très très souvent, quand je fais des coachings avec des personnes qui s'attendent à des réponses précises, je dis ça dépend. Les gens ils n'aiment pas ce genre de réponse parce qu'en fait, ils pensent que il n'y a pas de vraie réponse. Mais si, il y a une réponse, mais c'est la réponse pour toi, qui n'est pas la même que celle de Oui, ton voilà, voisin. c'est clair. Après, il y a des grandes lignes générales qu'on Bien peut sûr. dire. Par exemple, l'aspect bénéfique du riz, par exemple, ça va être que ça va apporter, par exemple, une bonne source de glucides, que l'indice glycémique n'est pas forcément très élevé, et qu'en plus, il peut être combiné avec... On mange pas du riz comme ça, donc quand on combine, par exemple, avec des légumes ou avec de la viande, ou avec de la graisse ou de l'acidité, avec du jus de citron, par exemple, on diminue encore plus l'indice glycémique. Il y a ça, il y a aussi le fait que c'est quand même un assez bon prébiotique pour le microbiote intestinal. Et en fait, le microbiote intestinal, quand il est lié à la santé générale. Donc, si on nourrit nos bonnes bactéries et qu'on diminue les mauvaises en leur donnant l'alimentation qu'elles veulent, et ben, du coup, on a une bonne santé en schématisant fois 10 000. Et les côtés un peu négatifs, c'est que si par exemple vous avez du poids à perdre, ça va pas forcément vous aider si vous en consommez. Si vous avez des problèmes intestinaux, voilà, va falloir vraiment voir cas par cas. C'est une céréale qui a tendance à absorber beaucoup l'arsenic du sol. Donc on m'a posé la question, pourquoi elle en a plus que les autres? Elle en a pas plus en fait. Ils sont tous baignés dans la même chose, sauf que elle a la capacité de prendre en fait et de garder, tandis que le blé le fait pas autant. Et donc du coup, si on en mange souvent, et c'est encore plus le cas pour le riz complet, on a tendance à prendre de l'arsenic un peu en plus grosse quantité. Et donc voilà, en fait, c'est les grandes lignes, les bonnes et les mauvaises. Mais ça, voilà, s'il n'y a pas d'historique et des contextes, on ne peut pas répondre précisément, quoi. Voilà. Mais on va dire de temps en temps, une petite portion de riz basmati Ouais, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé particulier et que tout va bien, ouais. c'est complètement OK en fait. Oups. Alors, oui, d'ailleurs, j'avais une question intéressante de Séverine, si on revient un petit peu sur les jus dont on parlait à l'instant. Yes. Séverine demandait les soupes ne sont donc pas conseillées. Moi, je répondrais si, c'est sympa les soupes parce que justement, c'est souvent composé de légumes et notamment, tu donnes l'exemple des enfants. Et c'est vrai que les enfants sont pas en général, même s'il y a des exceptions, c'est pas des grands fans de légumes, les enfants. Donc, c'est une bonne façon de leur faire manger des légumes, en fait. Et l'avantage des soupes, c'est que ça reste mixé, donc c'est moins pire que faire de l'extraction, en fait, ou comme on expliquait tout à l'heure, on enlève les fibres. Donc, les soupes, voilà, c'est sympa. En après hivernale, ça permet d'avoir une petite boisson chaude, on va dire, avec plein de bons nutriments. Donc, non, les soupes, c'est OK. Attention, juste, moi, à titre personnel,
Et ça colle du coup aussi au principe du paléo, c'est que j'aime pas trop les soupes qui contiennent de la pomme de terre. Ça donne un côté fibreux à la soupe que je n'aime pas. Et en plus, voilà, la pomme de terre, c'est beaucoup de Paléo. glucides. Donc voilà, si vous pouvez essayer d'éviter de mettre des pommes de terre dans vos soupes et plutôt maximiser les légumes verts, ce sera beaucoup mieux. On avait une question très importante que j'évoque très souvent. J'ai fait une playlist complète là-dessus sur ma chaîne YouTube. C'est où trouver des oméga 3 dans le régime paléo. Alors, oméga 3, extrêmement important. Et j'avais fait une vidéo pour expliquer qu'il y a une grande partie de la population qui est carencée en oméga 3. Non pas qu'ils n'en consomment jamais, c'est que juste, en fait, quand je dis carence, ce n'est pas une carence spécifique aux oméga 3, c'est qu'il y a un déséquilibre, en fait. Il y a une très forte consommation d'oméga 6, une très faible consommation d'oméga 3, et donc ça déséquilibre la balance des acides gras essentiels. Donc, où trouver des oméga 3 dans le régime paléo? En fait, normalement, si on mange paléo de façon stricte, on va dire, ce qui est compliqué, mais de façon stricte, on ne peut pas en fait avoir de carence d'oméga 3 parce qu'on va consommer beaucoup de végétaux, donc qui sont plutôt riches en oméga 3 de type ALA, et on va consommer des poissons qui sont aussi très riches d'une très bonne source d'oméga 3, si ce n'est une des meilleures. On va aussi consommer des oléagineux qui contiennent des ressources intéressantes en oméga 3, même s'ils contiennent aussi pas mal d'oméga 6. On va aussi avoir la viande. Alors la viande, c'est très compliqué pour les oméga 3. Très très compliqué parce qu'une viande ne va être riche en oméga 3 qu'à la condition sine qua non que l'animal ait été nourri de façon naturelle à base d'herbes, de végétaux verts. Il va convertir du coup les ALA de l'herbe en EPA, DHA qui seront donc directement assimilables par l'être humain. Sauf qu'aujourd'hui, trouver des animaux qui ont mangé exclusivement de l'herbe dans leur vie, c'est quasiment impossible parce que les agriculteurs sont formés à donner des céréales principalement à leurs animaux, et les céréales sont très riches en oméga 6. Et les céréales sont aussi très riches en glucides. Et pourquoi du coup les agriculteurs donnent des céréales à leurs animaux? Parce que justement les glucides vont les faire grossir très vite. C'est pour les engraisser en fait. Donc c'est efficace d'un point de vue engraissement, mais c'est complètement contre-productif d'un point de vue justement des acides gras essentiels. Donc il y a des exceptions, bien sûr, comme toutes les règles. C'est pour ça qu'on avait fait l'interview avec Blandine il y a très très longtemps du bœuf d'herbe, qui est donc une des rares filières en France où l'éleveur nourrit ses animaux uniquement à l'herbe. Et donc là, on va avoir un taux d'oméga 3 beaucoup plus élevé que dans la viande traditionnelle. Voilà. Si vous consommez de la viande issue d'animaux élevés au pâturage, que vous consommez des poissons gras régulièrement, que vous consommez des bonnes doses de végétaux verts, que vous consommez des oléagineux, normalement, vous n'avez pas... Et bien sûr, en parallèle, vous consommez peu, voire pas de céréales, pas de produits transformés, pas de produits industriels. Normalement, vous n'avez pas besoin de vous soucier de vos oméga 3. Vous allez être sur un bon niveau. Le problème, c'est que la situation que je viens de vous décrire, elle est un peu utopiste. Et c'est pour ça qu'on recommande de se complémenter en oméga 3 pour justement rééquilibrer tout ça. Est-ce que tu te complémentes en oméga 3, toi, Maud? Oui. Enfin, là, je viens de finir je viens de finir, justement, il faut que j'en rachète. Ouais. Et par contre, juste aussi un petit détail, mais à tout ce qui est bleu blanc cœur. Oui, exact. Très bonne remarque, Maud, tout à fait. Les œufs bleu blanc cœur, ouais. Pas que les œufs, d'ailleurs. Moi, je sais que... La viande aussi. Ouais, il y a de la viande bleu blanc cœur. Moi, dès que je peux, je prends. Ce sont des animaux, du coup, qui sont complémentés. En graines de lin. Voilà. Yes. Quelque chose à ajouter, Joris? Donc, il y a aussi les graines de lin et des graines de chia qui sont riches en ALA, mais voilà, en fait, ça dépend de la capacité du corps à les convertir en EPA et DHA. Ouais. Mais si on l'a, tant mieux. Si on ne l'a pas, tant pis. Donc, cette proportion est variable d'ailleurs, suivant les individus, je crois. Ouais, elle est variable. Mais c'est comme par exemple la vitamine A, on ne l'a pas dit tout à l'heure. La vitamine A qui provient des végétaux n'est pas égale à la vitamine A qui provient des animaux, puisque la vitamine A des animaux, c'est rétinol, et c'est celle qu'on utilise, parce que les animaux, comme tu as dit, l'ont déjà en fait converti pour nous. Et en fait, c'est pour ça que chez les végétaliens, par exemple, dans le paléo, peuvent avoir des carences, ou même en général, puisqu'ils convertissent, il y a certains qui ne convertissent pas bien la bêta-carotène des légumes en rétinol, et ça a été mon cas à un moment, parce que je suis végétalien, et quand j'ai fait ma prise de sang pour voir les vitamines A, elle était assez basse pour quelqu'un d'occidental.
Et donc, j'ai pris des compléments de vitamine A et donc je la gère comme ça, quoi. Ok. Question complémentaire qui va être un petit peu liée justement à ce qu'on vient de dire sur les oméga 3. Qu'est-ce que l'inflammation? Pas forcément paléo, mais ça peut expliquer certains principes paléo. Joris, est-ce que tu peux nous expliquer Ouais. justement dans les grandes lignes ce qu'est l'inflammation Ben et voilà, comment, comment il y a une liaison, comment il y a une relation vis-à-vis de l'alimentation? Alors là, on pourrait faire une encyclopédie de Et 3 oui, pages, hein, clairement. j'en Donc, ai- je j'en vais parle, j'en parle souvent et c'est ça qu'il faut aussi de synthétiser. Ouais, non, en fait, l'inflammation, c'est une capacité naturelle du corps à se défendre contre quelque chose. Donc, on dit antigène, c'est un mot un peu utilisé par la sphère scientifique. Un antigène, c'est simplement quelqu'un qui est antigène, en fait, contre soi Hmm. et qui est C'est le inconnu. non-soi en fait, quoi. Ouais, voilà, c'est voilà exactement. On a le soi et on a le non-soi, et quand le corps ne reconnaît pas un antigène, il va créer des molécules qui vont produire de l'inflammation. Et l'inflammation a pour simple but de se débarrasser de l'antigène ou de l'intrus. Par exemple, on se blesse, je me coupe avec un couteau. Il y a peut-être des bactéries ou des saloperies sur la lame de couteau qui vont rentrer dans mon sang. Et automatiquement, là où je me suis coupé, il va y avoir une grosseur qui va apparaître, ça va devenir tout rouge autour. C'est le corps justement qui lance une sorte de plan hors sec Mm. très localisé pour, d'une part, se débarrasser des intrus, ce que tu disais, le non-soi, mais aussi commencer aussi à mettre en œuvre le système de réparation, parce que quand il y a une Yes. plaie, il va falloir apporter beaucoup plus de briques, on va dire, pour Mm, réparer. Ça va falloir accélérer le processus de reproduction cellulaire, notamment. mm, mm, mm. Donc l'inflammation, ça nous sauve la vie, en fait. Dès Ouais, qu'on a une clairement. blessure, dès qu'on a une attaque de l'extérieur, l'inflammation, c'est alors c'est pas le système immunitaire, hein, mais c'est complémentaire, on va dire, au système immunitaire pour justement nous aider à survivre. Et l'inflammation, justement, va exciter, on va dire, le système immunitaire pour que nos défenses soient là, en fait, au taquet, à éliminer les intrus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est si dangereux de prendre des immunosuppresseurs, parce qu'en fait, du coup, nos capacités du corps, donc c'est-à-dire le système immunitaire, n'a plus cette capacité à produire. Où on va dire, c'est comme s'il manquait des soldats face à une armée en face. S'il manque des soldats, alors la probabilité qu'on perde, elle est beaucoup plus importante. Et Ouais. par exemple, dans le cadre du Covid, pour un exemple très concret, les personnes qui sont sous immunosuppresseurs ont plus de risques d'avoir des complications Mm. par la suite, puisqu'il y a cette tempête inflammatoire qui surgit à peu près 10 jours après la première infection. Donc, Ouais. ouais, c'est Après, tout ça, c'est certaines lié. personnes, malheureusement, il n'y a pas trop le choix, notamment les personnes qui ont des maladies justement auto-immunes et qu'il faut Ouais, calmer un peu le système immunitaire. Parfois, il n'y a pas le choix, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a non. forcément des effets secondaires. Mm. Alors ça, c'est l'inflammation quand tout va bien. Et on a aussi l'inflammation chronique, justement. C'est ce système de surveillance et de réparation qui dégénère, en fait, et qui s'installe de façon presque permanente dans le corps. Mm. Et comme n'importe quel système de défense, en fait, lorsque ça s'installe, eh bien, ça va provoquer des problèmes. C'est un peu comme le stress, d'ailleurs. Le stress, c'est très bénéfique pour la santé quand c'est ponctuel. Exemple, vous avez un danger vous avez quelqu'un qui vous court après, qui veut vous tuer, bah, le stress va faire que vous allez courir plus vite, que vous allez avoir beaucoup plus de capacité respiratoire et cardiovasculaire, que si vous vous blessez, vous n'allez rien sentir parce que vous avez des hormones qui viennent calmer la douleur. Mm. Ça, c'est extraordinaire. Ça a sauvé l'homme, je pense, un nombre incalculable de fois dans l'histoire de l'humanité. Mais quand le stress est chronique, ça bouffe plein de choses d'un point de vue santé. On ne va pas entrer dans les détails. L'inflammation chronique, c'est pareil, en fait. Et donc, le problème, c'est quand elle s'installe, il y a un problème. Et globalement, tout à l'heure, on parlait des acides gras essentiels, oméga 6, oméga 3. Il y a une raison qui peut expliquer que l'inflammation chronique s'installe, c'est justement ce déséquilibre des acides gras essentiels. Quand vous consommez trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, bah, vous avez en fait une inflammation qui peut s'installer, une inflammation à bas bruit, qui, de façon ponctuelle, n'est pas gênante, mais quand elle s'installe pour des mois, des mois, des mois, bah, peut provoquer beaucoup de soucis de santé, comme des tendinites, comme des problèmes intestinaux, etc. etc. Alors, Joris, ça va être pour toi cette question. Pourquoi les fibres sont-elles si importantes pour votre santé? Toi, tu consommes des fibres, Maud, j'imagine, dans ton alimentation? Bah oui, Oh beaucoup. bah oui, 70% de mon assiette, c'est des légumes. Donc du Ah coup, bah, j'ai du des coup, fibres. t'as ton Pas de plein de problème. fibres. C'est Et ça. t'as des enfants aussi, tu m'as dit, Maud, hein, Oui, tes mamans. oui, Est-ce j'ai que deux eux, enfants. ils consomment des légumes de façon... ils aiment bien les légumes?
Alors, mon fils a 5 ans et demi, ça a été assez difficile. Et là, il commence vraiment à découvrir, enfin, depuis 1 an à peu près, les légumes. Donc, ouais, ça commence à être agréable. Quand il demande de lui-même des carottes, des sticks de carottes, des tomates cerises ou des haricots verts. Donc, mais j'ai vraiment galéré longtemps. Je vais pas mentir. Est-ce que tu as des trucs et astuces justement pour les mamans qui nous écoutent pour inciter les enfants à consommer des légumes? Bah, comme Séverine tout à l'heure, en fait, la soupe, j'avoue Ouais. que là-dessus, c'est magique pour un enfant, hein. Hmm. Donc, ouais, la soupe. Et puis, bah, maintenant, il aime bien les croquer comme ça. Donc, c'est un grand mangeur, mon fils. Donc, du Parfait. coup, oui, voilà. Parfait. Pratique, pratique. Donc justement, Joris, les fibres, on en trouve beaucoup dans les légumes. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est et quels sont les avantages pour la santé? Bon, alors en fait, les fibres, c'est un peu le squelette de la plante. Le squelette de la plante qui est formé de polysaccharides, de sucre en fait, de molécules de sucre. Bon, c'est pas du sucre. Enfin voilà. Ce sont des longues molécules de sucre en fait. Ouais, voilà, je vais faire précis parce que sinon je vais me lancer dans des grandes. Ok, et donc en fait, quand on mange, on a la partie liquide et la partie fibre qui, donc, par la mastication, se détache d'elle-même. Et la partie fibre, en soi, pour nous, si on n'avait pas de microbiote intestinal, si on n'avait pas de bactéries, elle ne serait pas forcément aussi bénéfique qu'elle l'est aujourd'hui. Sauf qu'en fait, nous, on ne digère pas les fibres. Notre corps n'est pas fait pour digérer les fibres. Par contre, nos bactéries, elles vivent que pour ça. Elles dépendent de ça. Donc en fait, si on mange des fibres, on augmente nos bonnes bactéries, donc les plus connues, on va dire Lactobacillus bifidobacteris, c'est les deux grands groupes les plus connus. Et quand on augmente ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ces bactéries produisent donc ce qu'on appelle des métabolites, donc c'est des petites molécules hyper bénéfiques pour la santé. Ça peut être des acides gras à chaîne courte, par exemple. Ça peut être de l'acide lactique, du lactate. En fait, il y a plein de choses. Et par exemple, ces acides gras à chaîne courte vont venir nourrir directement en fait nos cellules intestinales. Et par exemple, pour prendre un cas très précis, la rectocolite hémorragique, donc rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire qui touche le tube digestif, donc qui va provoquer des ulcérations. Il y a un lien direct entre l'alimentation de la personne, donc très pauvre en fibres, à la base, en fait, avant de déclarer la maladie. Et une fois qu'elle a la maladie, on voit qu'il y a un déséquilibre dans ces acides gras qui sont produits normalement par ces bactéries. Et donc, en fait, on soupçonne que c'est, en plus du côté génétique, c'est le manque de fibres qui a fait que les bactéries n'étaient plus présentes et qui donc, les mauvaises bactéries ont pris le dessus et se sont attaquées en fait au système immunitaire et dans la bataille, tous les tissus sont touchés. Donc les gens qui ne mangent jamais de légumes parce qu'ils n'aiment pas ça, bah, en fait, leur microbiote intestinal prend cher et indirectement leur intestin aussi, et par effet cascade, parce que l'intestin c'est un des piliers de la santé. Pour l'autre, ils devront payer l'addition, quoi. Et là, les autorités sanitaires demandent 25 à 30 grammes par jour de fibres, ce qui est pas mal, mais nos ancêtres consommaient entre 45 et 100 grammes de fibres par jour. Donc c'était par jour, hein, les 25-30 grammes. Donc ça laisse un peu imaginer qu'on est vraiment... Et en plus, ces taux-là à 25 à 30 grammes, c'est déjà pas beaucoup, et on n'y arrive même pas. Je crois qu'on est à 10 grammes, quoi. Donc c'est vraiment... C'est dangereux, vraiment, c'est dangereux de ne pas manger de Parce que légumes. le problème aussi de l'alimentation, alors je prends l'exemple de l'alimentation française, souvent les légumes, en fait, c'est la décoration de l'assiette, quoi. Pour faire simple, pour le cliché, c'est le morceau de viande. Exact. Voilà. Et on met quelques petits morceaux de légumes pour décorer, pour faire joli sur l'assiette. Alors, ça devrait être l'inverse, en fait. On devrait avoir une très grosse portion de légumes et éventuellement un petit peu de viande, un peu de poisson pour accompagner. Mais effectivement, c'est... Mais même nos grands-parents disaient toujours finis au moins ta viande. Non, finis au moins les légumes. Vaste sujet. Question suivante. Combien d'oléagineux doit-on manger par jour au gramme près? Alors, moi, je dirais 28,3 grammes. Question suivante. Combien tu manges d'oléagineux par jour, toi, Maud? Oh, j'adore ça. C'est addictif, hein, les oléagineux. Hein, oui, mais c'est une. Enfin, après, ça dépend comment. Par exemple, moi, je compte jamais. Je sais que j'ai des personnes que je vois régulièrement dans leurs assiettes. Alors moi, j'en mange 5, j'en mange 10. Alors là, non, moi, je suis pas du tout à compter. Je sais très bien ce dont j'ai besoin. 3, ça se trouve, ça va me suffire, mais c'est pas parce que je me restreins à 3. Puis des fois, c'est peut-être un peu plus. Après, ça dépend si j'ai envie de faire mon sport derrière, si. Donc, 3 poignées ou 3 oléagineux? Non, 3. Il y en a vraiment qui comptent avec 3 oléagineux. Et 3 amandes. 3 noisettes, 3 amandes. Ah ouais, je lis des choses étonnantes. Mais après, je peux comprendre parce qu'elles ont envie justement de bien faire. Mais
pour moi, c'est pas forcément top. Faut être lucide aussi. Faut pas manger tout le paquet. Toute ma pyramide, l'autre fois que je vous ai montré, c'était pas pour la semaine. Mais par contre, faut savoir ce qu'il y a dedans et pas abuser non plus. C'est vrai que le problème des oléagineux, c'est qu'il y a un côté un peu gourmand, quoi. Parmi les aliments sains, c'est parmi les aliments qui se rapprochent le plus, on va dire, un peu des. Pas des confiseries, mais c'est vrai que c'est comme des gâteaux apéritifs. On en prend, c'est croquant, c'est plutôt bon. Il y a un mélange un peu de gras qui est plutôt sympa. Et clairement, quand on ouvre un paquet genre de noisettes ou d'amandes, c'est compliqué d'en manger qu'une ou deux. Ça peut comme des chips en fait. Mais à l'époque, j'étais comme ça, donc je m'en souviens très bien. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça, donc je peux m'arrêter. Ouais. Alors pour répondre à la question, parce qu'il faut quand même donner une sorte d'ordre de grandeur, on va dire qu'en général, 2-3 poignées par jour, c'est OK. Donc tous les oléagineux confondus. Attention, beaucoup de gens pensent que les cacahuètes, ce sont des oléagineux. Ce ne sont pas des oléagineux, ce sont des légumineuses. Donc ne comptez pas les cacahuètes dedans. En plus, c'est super inflammatoire. Très riche en oméga 6. Parmi les aliments les plus riches en oméga 6 du règne végétal. Donc attention aux cacahuètes. 2-3 poignées par jour, c'est pas mal. Après, encore une fois, c'est à modérer. Quelqu'un qui est très sportif, qui fait beaucoup d'activité physique, qui veut prendre du muscle, par exemple aussi, il aura peut-être intérêt à en consommer un peu plus. Quelqu'un qui est plutôt dans une optique de perte de poids, qui a tendance à prendre du poids très facilement, qui regarde une recette de cuisine sur Internet et qui prend déjà 12 kilos rien qu'en regardant une image. Il faudra forcément qu'il fasse peut-être attention et à se limiter peut-être à une poignée par jour. Voilà. Donc, c'est à adapter. Mais on va dire, pour un bon ordre de grandeur, 2-3 poignées par jour, réparties sur la journée, c'est bien. N'hésitez pas aussi à varier vos oléagineux, amandes, noisettes, noix de Grenoble, noix du Brésil. Elles ont chacune leur petite particularité qui est intéressante de combiner. Question suivante. Le sel, est-ce que c'est paléo? Alors, qui veut répondre? Je laisse la... Pourquoi ça ne le serait pas? Moi, je veux bien y répondre. Vas-y, Joris. Alors, strictement, non, c'est pas paléo. Mais, là, c'est vraiment un point. Je pense que, en fait, même moi, j'en parle pas assez. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas assez. L'intérêt du sodium, donc du sel, n'a de bénéfices ou de côté négatif que par l'apport de potassium, en fait. Ah oui, c'est l'équilibre, toujours. Voilà, c'est comme oméga 3, oméga 6. Si on a trop de sodium, trop peu de potassium, il y a un problème. Mais en termes de variabilité acceptable, il est possible de consommer beaucoup plus de sodium, enfin beaucoup plus, un peu plus de sodium, si la balance du potassium suit, en fait. C'est-à-dire que le corps est capable de gérer s'il a le bon ratio. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le ratio, il est nul, en fait. On a beaucoup de sodium, on n'a quasiment pas de potassium, et ça rejoint les fibres, parce que le potassium, on le trouve beaucoup dans les légumes, en fait. Et le sodium, on le trouve beaucoup dans les produits préparés. On le voit même pas, en fait. On se rend même pas compte que du pain, par exemple, si on avait enlevé le sel, ce serait pas bon. C'est justement parce qu'il y a du sel que, du coup, on y retourne, en fait. Et c'est toujours comme ça. Un point important, c'est que beaucoup de gens disent que le sel, c'est indispensable pour la santé. C'est faux. Et comme tu disais bien, Joris, c'est pas le sel qui est important, c'est le sodium. Le sel, c'est le chlorure de sodium. Ce sont deux atomes. On a le chlorure, on a le sodium. Et quand on les met ensemble, ça fait du sel. Et quand on met dans l'eau, en fait, il y a une dissociation entre le chlorure et le sodium. Et donc, ce que le corps a besoin, c'est le sodium. Le chlorure, en fait, il s'en fout un peu pour faire ça, pour schématiser, pour simplifier. Donc, et le sodium, vous pouvez le trouver dans plein d'autres aliments, comme dans les légumes, justement, vous trouvez du sodium. Dans certaines eaux minérales aussi qui sont enrichies en sodium, vous pouvez en trouver. Donc, il n'y a pas que le sel, en fait, qui fournit du sodium, clairement. Après, effectivement, c'est une sorte d'équilibre. Les gens qui mangent trop de sel vont déséquilibrer, comme tu expliquais très bien, Joris, l'équilibre notamment qu'on appelle osmotique des cellules. Et on peut faire du coup de la rétention d'eau parce que justement, l'équilibre de l'eau dans les cellules va être lié à des électrolytes, donc notamment potassium, sodium, etc. Et quand il y a un déséquilibre, soit la cellule elle excrète de l'eau, soit elle a tendance à l'absorber, l'eau. Et dans tous les cas, voilà, il faut arriver à un bon équilibre. Donc voilà, tout à fait. Donc, en termes de ratio, du coup, c'est 3-1. 3 potassium pour 1 sodium. Là, aujourd'hui, j'ai écrit quelque part, on n'est plus du tout. Aujourd'hui, on a à peu près 8 grammes de sodium, alors que la normale, l'OMS recommande 5, et les paléos consomment à peu près 1,5 grammes de sodium. Et potassium, on a 2-3 grammes, en fait, en moyenne, en fait. Donc, c'est très, très bas.
surtout par rapport et surtout pour le sodium. Enfin, le sel, ça rejoint l'inflammation et les oméga 6, en fait. Les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, on a des études qui montrent que le sel déclenche, on va dire, l'arrivée de molécules inflammatoires, de cellules inflammatoires, ça s'appelle TH17. Et ces molécules TH17 sont très liées à beaucoup de pathologies auto-immunes, en fait. Donc, c'est encore une fois à prendre au cas par cas, en fait. Le seul intérêt de consommer du sel, c'est pour les gens qui éventuellement font le régime cétogène, donc extrêmement riche en glucides, moins de 50 grammes de glucides par jour. Il y a des petits effets secondaires liés à l'absence de glucides, et dans ces cas-là, une complémentation en sel peut être utile. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Voilà, mais ça reste qu'une complémentation, et c'est pas le but d'en mettre dans tous les plats, de saler, comme beaucoup de gens le font. Et le truc, c'est qu'on trouve déjà effectivement beaucoup de sel. Si jamais aujourd'hui vous mangez déjà une grande partie en mode industriel, vous avez votre stock de sel largement, quoi. Même trop. Pour des mois. On en a dans le pain, dans les pâtisseries, dans les produits préparés, parce que le sel, c'est un exhausteur de goût, c'est un conservateur. Il a plein d'avantages pour les industriels, mais il y en a très peu pour l'être humain au final. Question suivante. Les laits végétaux sont-ils recommandés dans le paléo? Alors, laits végétaux, donc, c'est pour distinguer du lait de vache, parce qu'en fait, la terminologie lait, en fait, officiellement, c'est... d'ailleurs, quand on dit juste lait, c'est par définition le lait de vache, en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une réglementation qui était passée, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Normalement, on n'a pas le droit de dire c'est boisson végétale. Ouais. Voilà, on n'a pas le droit de dire lait d'amande ou lait de soja, ou lait de... parce que le mot lait est réservé au lait de vache. Le lobbying... du lait, enfin des produits laitiers ont été assez balèzes sur ce coup-là. Donc les végétaux sont-ils recommandés dans le paléo? Alors recommandés, je dirais pas recommandés, ils sont pas en tout cas interdits, ils sont pas autorisés, c'est pas, enfin il y a pas de, c'est ok en fait. Si on prend du lait végétal, c'est quoi? Enfin, on a d'ailleurs des recettes sur le site de Bimove. C'est en fait du jus d'amande, du jus de noisette, du jus de n'importe quel oléagineux que vous prenez. Donc, c'est en fait, on fait tremper, l'oléagineux se gorge d'eau, et ensuite, donc, on le broie et on le filtre. Voilà, donc au final, vous consommez une partie, on va dire, des oléagineux. Vous n'avez pas les fibres. Bon, à voir. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, ça peut être une excellente façon de remplacer, par contre, le lait de vache. Oui. Notamment dans les certaines recettes. Moi, par exemple, quand je fais des recettes, maintenant, je sais pas, là, j'ai fait des crêpes récemment, là, avec une amie, on a mis du lait de vache. Non, justement, on a mis du lait d'amande parce qu'on ne voulait pas mettre de lait de vache. Et le goût était, enfin de mon côté en tout cas, était le même, quoi. Donc là-dessus, aucun souci. Oui, donc voilà, lait de végétaux, c'est complètement OK. Question suivante. Pourquoi on évite le gluten dans le paléo? Alors, Maud, est-ce que tu as un avis sur la question sur le gluten? Ah oui, ça fait gonfler le bidou. Ah ben, c'est mes termes à moi. Non, mais oui, effectivement, le gluten, on le remarque pas spécialement quand on le consomme. Comme moi, il y a quelques années, voilà, c'était pain, c'était céréales tout le temps. Et puis, par contre, je me plaignais beaucoup de mon ventre, parce que j'avais toujours un petit peu la petite bouée, et puis j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et puis, c'est là que j'ai découvert le paléo et j'ai vraiment, vraiment mis un frein là-dessus. Donc, j'ai arrêté le gluten et en fait, on le voit tout de suite. En tout cas, pour moi, ça a été efficace au niveau du ventre. Et puis, même si de temps en temps, j'en consomme encore, parce que j'ai de la famille, j'ai des repas de famille, etc., ça loupe pas le lendemain. Je sens que j'ai un petit peu de ballonnement ou que le ventre est moins plat qu'avant. Donc, ne serait-ce que visuellement, et puis au niveau du ressenti, ballonnement, on peut déjà le ressentir comme ça, sans aller même trop dans le scientifique. Je veux dire, n'importe quelle personne lambda peut le ressentir comme ça. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on dit aux gens. Essayez de supprimer les produits qui contiennent du gluten, ne serait-ce que pendant 30 jours. Et vous verrez forcément des améliorations sur votre santé, meilleure digestion, plus d'énergie. Pour beaucoup de personnes, même des fois des problèmes de peau aussi qui peuvent être résolus en enlevant juste le gluten. Joris, du coup, en 2 mots, parce que je sais que le sujet est vaste en fait, et sans rentrer d'un point de vue trop technique, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, techniquement parlant, le gluten c'est mauvais pour la santé? Faisons une version raccourcie et light. Ouais. Du coup, parce qu'en fait, c'est une protéine qui a la capacité de traverser la barrière intestinale, donc cette espèce de muqueuse, intacte. Et derrière, il y a le système immunitaire. Et donc, le système immunitaire, on appelle ça une protéine immunogène, c'est-à-dire qu'elle va provoquer
En gros, elle va chercher un peu la merde au système immunitaire et le système immunitaire réagit parce qu'il est bête. Et ça fait gonfler. En fait, c'est pas forcément lié particulièrement au gluten, c'est lié à certains sucres qui accompagnent en fait le gluten. Mais ça peut être lié aussi au gluten. Et ces sucres, en fait, ce qu'on appelle des FODMAP. Et les FODMAP peuvent faire ballonner parce qu'ils sont fermentissimes et les bactéries les adorent. Donc pour faire simple, en fait, le gluten, ça attaque, ça modifie en tout cas la façon dont l'intestin doit fonctionner. Et derrière, en fait, c'est la porte ouverte. Dès que l'intestin a sa protection, sa perméabilité qui est modifiée, c'est la porte ouverte justement à tous les problèmes de santé divers et variés, comme les maladies auto-immunes, les problèmes de peau, etc., etc. Ok, donc le gluten, on le trouve très principalement dans le blé moderne, parce qu'en fait le blé moderne a été notamment enrichi en gluten, parce que le gluten, encore une fois, pour les industriels, c'est assez pratique, ça augmente justement l'élasticité de la pâte, donc c'est plus simple à travailler, les machines peuvent le travailler, alors que normalement, une pâte à pain, par exemple, la pâte pour faire du pain, il faut avoir le savoir-faire d'un boulanger, on va dire, qui connaît la technique pour savoir faire le pain. Aujourd'hui, il n'y a plus d'humains, à part dans les boulangeries traditionnelles, c'est plus des machines qui font ça. Donc, pour qu'elles puissent le faire de façon simple, on augmente le gluten parce que la pâte est beaucoup plus élastique, en fait. Et justement, la question d'après, c'est peut-on manger non, voilà. Pourquoi les autres céréales seraient à éviter? Donc, si on prend par exemple, je sais pas, l'épeautre, donc qui contient un peu de gluten, c'est une famille du blé. Si on parle du seigle, si on parle de toutes les autres céréales, pourquoi elles seraient à éviter alors qu'elles contiennent peu ou pas de gluten? Joris, est-ce que tu as une réponse? Du coup, en fait, c'est le même problème. En fait, la grande famille des molécules, les protéines, des molécules qui posent problème, s'appelle les lectines. Et donc, dans le blé, l'épeautre, le kamut, le seigle, il y a du gluten, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres. Il y a ce qu'on appelle les prolamines et pour d'autres des agglutinines. Et en fait, ça pose problème parce que ça peut nourrir les mauvaises bactéries, ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça peut passer la barrière intestinale, ça peut avoir des propriétés immunogènes, donc stimuler le système immunitaire. Ça peut faire plein de choses en fait. Et donc, rien que pour ces choses-là, vaut mieux les éviter. Mais de toute façon, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, quand on se pose un peu la question, est-ce qu'il y a 200 000 ans, ils le faisaient? Bah non, parce qu'il n'y avait pas de champs, il n'y avait pas d'agriculteurs, il n'y avait pas de tout ça, en fait. Donc, notre capacité, notre corps n'a pas été forcément habitué au niveau génétique à être exposé à ces molécules-là trop longtemps. Donc, en fait, il ne s'est pas habitué, il ne s'est pas modifié. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça pose un peu problème. Surtout que notre quantité, elle est très élevée comparée à il y a même 50 ans. Donc, Et moi, je dirais en parallèle de ça, juste même sans rentrer d'un point de vue moléculaire, le problème, c'est que si on mange beaucoup de céréales, d'un côté, on va manger moins de légumes. Et oui, parce que justement, le problème, c'est que pour beaucoup, les féculents, ce sont des accompagnants en fait à la viande, au poisson, etc. Et pendant qu'on mange une plâtrée de pâtes, on ne mange pas une plâtrée de légumes. Or, les céréales, c'est quasiment que des glucides en fait, quoi. Ouais. Il y a quelques vitamines, quelques minéraux dans les céréales, mais ça reste très pauvre si on compare par exemple à la majorité des légumes qui sont des petites bombes à côté de énergie, des bombes d'un point de vue densité nutritionnelle. La densité nutritionnelle d'une céréale, elle n'est pas super intéressante. Par contre, la densité énergétique d'une céréale est intéressante. C'est qu'on contient plein d'énergie sous forme de glucides. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'expliquais tout à l'heure que dans le monde paysan, en fait, on nourrit les vaches, etc., avec des céréales parce que ça les fait grossir, en fait. Yes. Donc, quand vous consommez des céréales, vous êtes un peu comme une vache qui va être engrossie, enfin, qui va devenir grosse. Ça crée du gras, en fait, quoi. Clairement, ça crée du gras. Si vous n'avez pas beaucoup d'activité physique et vous mangez régulièrement des pâtes, du pain, la semoule, des pizzas, etc., vous consommez en fait beaucoup de glucides qui vont vous faire engraisser. Voilà, ni plus ni moins. En plus de tous les problèmes que tu as évoqués, Joris, qui sont plus d'un point de vue moléculaire. Question suivante. Peut-on manger des produits laitiers ou pas du tout? Maud, les produits laitiers sont-ils nos amis pour la vie, comme nous disait la télévision dans le temps? Évidemment que... Alors, lait de vache, tout à l'heure, on a dit non.
Et puis, lait de petits animaux, brebis, chèvres, ça passe. Après, voilà, il faut voir aussi si on le tolère ou pas pour tout ce qui est les faisselles de brebis, de chèvre, par exemple. Moi, je sais que j'adore ça, mais j'en abuse pas non plus. Après, je vais toujours. Toi, tout à l'heure, c'était ça dépend. Moi, je veux dire, faut pas en abuser. Mais c'est vrai, en fait, enfin, faut adapter. Mais par rapport à ce lait-là, oui, en tout cas, de mon point de vue. Ouais. Après, si on devait mettre une petite pyramide, parce que je sais que beaucoup de gens, quand même, aiment les produits laitiers, c'est normal. Normalement, il y a un côté un peu addictif aussi. En haut de la pyramide, ce qu'il faut vraiment, vraiment éviter, c'est le lait de vache liquide. Ça, c'est vraiment la plaie à tous les niveaux, notamment la version UHT. Parce qu'en fait, la version. Alors, je sais que certains vont dire, parce que ça, c'est une question qu'on nous dit souvent, c'est oui, mais dans le temps, nos grands-parents, ils consommaient des produits laitiers. Et c'est vrai, ça date pas d'hier qu'on consomme du lait. Sauf que la façon de préparer était complètement différente. Moi, je sais que mes grands-parents, parce que quand j'étais petit, je faisais des vacances à la campagne. Le lait de vache donc, était récupéré au pied de la vache. En fait, il n'était pas consommé comme ça. En fait, il était bouilli pour le stériliser un petit peu, enfin pour enlever les bactéries, etc. Et le fait de faire bouillir le lait, en fait, ça permet notamment aussi d'éliminer pas mal de choses qui sont mauvaises dans le lait de vache de base. Alors que la version UHT, donc c'est une haute température sur le lait, mais de façon très rapide. En fait, c'est un peu flash, quoi. Et il y a très peu de changements qui se passent sur le lait. Ça stérilise le lait, mais ça conserve par contre derrière beaucoup de mauvaises choses. Ouais. Donc en haut de la pyramide, je mettrais moi le lait de vache liquide. En dessous, je mettrais les fromages, ça pourrait être OK, mais plutôt à pâte dure. Du coup, parce que les fromages à pâte molle sont plutôt riches en lactose. Et en fait, plus le fromage est pauvre en lactose, meilleur il est en fait. Alors pas d'un point de vue goût, là, on parle uniquement d'un point de vue santé. On parle pas d'un point de vue qualitatif dans le palais. On parle juste ce qui est meilleur pour la santé. Donc les fromages à pâte dure, très peu de lactose, parce que justement le lactose va être converti par les bactéries, donc il va être digéré par les bactéries. Voilà. En plus, dans certains types de fromages, il ne faut pas se mentir, justement d'un point de vue, ça peut être un bon probiotique, notamment, parce qu'il y a pas mal de bonnes bactéries. Voilà. Ensuite, effectivement, on mettrait en dessous, comme tu disais très bien, Maud, les fromages de petits animaux, qui sont encore meilleurs, parce que là, du coup, en termes de facteurs de croissance, etc., c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense que voilà, la pyramide, elle est pas mal à ce niveau-là. 3 niveaux. Après, on a aussi un problème, et moi je le vois plus parce que c'est ce dont je suis exposé le plus, c'est la caséine en fait, qui est complètement différente. Enfin, c'est la même des deux animaux, sauf qu'en fait, la façon dont elle est métabolisée en provenant du lait, et des produits laitiers des petits animaux comme chèvres et brebis, elle ne crée pas ce que crée le lait de vache, c'est-à-dire une molécule qui s'appelle la bêta-casomorphine 7. Et cette bêta-casomorphine, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ralentit le transit intestinal, elle diminue ces acides gras à chaîne courte que je disais tout à l'heure, là, qui sont hyper bénéfiques pour l'intestin. Elle donne à manger aux mauvaises bactéries. Elles ont ce truc hyper addictif, ce qui rend le lait, tout ça, c'est très, très addictif. Et elle provoque des symptômes gastro-intestinaux supérieurs à ceux des petits animaux. Et en plus, c'est inflammatoire. Donc voilà. Okay. Il vaut mieux éviter les grands animaux pour ça. Question suivante. Qu'en est-il du sucre? Paléo ou pas? Le miel, le sucre de coco, l'érable, le sucre de canne complet? Vaste sujet, on va essayer de répondre rapidement. Donc le sucre d'un point de vue saccharose, donc le sucre, pour que tout le monde comprenne bien, on va parler ici du sucre raffiné, le sucre blanc qu'on met dans le café, soit sous forme de petites briquettes ou sous forme en poudre. Clairement, là, il faut vraiment éviter, parce que ça, c'est très mauvais pour la santé. C'est de l'énergie pure en fait, hein. Donc là ça va être directement pour créer de la graisse, hein. Je schématise pour faire vite. Ça va donc créer de l'inflammation aussi, et donc là clairement c'est la consommation excessive de sucre qui va poser des problèmes en grande partie chez beaucoup de gens qui vont prendre du poids, etc. Parce que tellement pareil du sel qu'on trouverait partout, le sucre c'est un peu le même combat en fait. Le sucre c'est un exhausteur de goût. C'est bien qu'on aime le goût sucré, c'est un conservateur aussi, donc on va en trouver dans tous les plats préparés. Demain, si vous achetez de la, comment on dit là, de la sauce tomate,
normalement, dans sauce tomate, on devrait avoir ingrédient de point tomate. Ouais. Sauf que dans la sauce tomate industrielle, vous allez avoir quasiment, je crois, en deuxième position, sucre, parce que justement, ce sont des tomates de très mauvaise qualité. Et ce sont des tomates qui ont vécu dans des serres, qui n'ont jamais vu le soleil, donc elles ne sont pas sucrées. Donc pour acheter du sucre, on va mettre du sucre, du saccharose en fait. Donc là, très mauvais. Et la consommation de sucre, en fait, sur ces 200 dernières années, elle a complètement explosé. Il y a un chiffre qu'on donne souvent, c'est en 1800, on consommait à peu près 8 grammes. Non, combien? Moi, je ne sais plus. Tu te souviens, Joris, c'est 8 ou 80 grammes? Je ne sais plus. Je crois que c'est 8 grammes. Je crois que c'était à peu près en moyenne 1 kilo par an, je crois, par personne, un peu, enfin moins Ouais. d'1 kilo par an. Et aujourd'hui, on est arrivé à 35-45, Ça, ouais. comme ça. Donc, je crois qu'on est aux alentours de 8 grammes. Alors, j'ai un doute, mais 8 grammes dans les années 1800. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus de 30 kilos par habitant et par an. Donc, ça a complètement explosé. Donc, pas du tout paléo, le sucre d'un point de vue saccharose, on va dire le sucre blanc. Après, il y a tous les miels effectivement naturels, comme le miel. Sucre de coco, c'est pas un sucre naturel en soi, parce qu'il n'y a pas d'arbres qui fournissent le sucre de coco. Il y a un côté un peu raffinage, mais le côté intéressant du sucre de coco, c'est qu'il a un indice glycémique qui est un peu plus intéressant que le saccharose pur. Le miel est intéressant ponctuellement aussi. Il a pas mal de bienfaits intéressants. Attention, le miel contient pas mal de fructose, qui est un sucre qui peut poser problème si on en consomme trop. Le sucre de canne complet. Attention, le sucre complet, ça change pas grand-chose en fait. Oui, c'est clair. C'est pas parce qu'il est complet qu'il va être forcément meilleur. C'est comme le sucre bio. Un sucre bio, c'est juste que voilà, la canne à sucre, il n'y a pas eu d'engrais, de pesticides particuliers, mais c'est tout en fait. Les qualités entre guillemets nutritionnelles du sucre restent les mêmes. Des choses à rajouter, les amis? Juste par rapport au miel, parce que moi je sais que j'adore ça. Alors comme tu as dit, à petite dose. Mais par contre, voilà, si c'est à petite dose, autant faire la qualité, quoi. Bien sûr. Et du coup, j'ai un de mes amis qui est apiculteur et vraiment, mais on redécouvre le miel. J'ai toujours dit que j'aimais ça, mais depuis que j'ai goûté son miel, j'aime vraiment ça. Mais du coup, c'est de plus en plus rare en fait. Et ça ne me paraît, c'est comme les oléagineux. Je suis pas du tout stressée, frustrée ou quoi. C'est chez moi, mais c'est une fois de temps en temps. Mais par contre, c'est de la qualité parce que là, pour le coup, c'est riche, vraiment aussi au niveau nutritionnel. Donc, Tout à fait. Et en plus, les miels, il y en a plein de sortes. Ah oui. Il y a, du fait que suivant l'espèce d'abeilles, suivant où elles vont butiner, etc., le miel aura une saveur différente. Donc, c'est un peu comme le vin, quoi, qui a une saveur particulière. Donc, non, le miel, c'est un super aliment, mais attention de ne pas en abuser. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mettre du miel partout parce que ça remplace le sucre, en fait, quoi. Mais si vous faites des gâteaux paléo, si vous mettez du sucre, du miel dans votre café, si vous mettez du miel dans votre tisane, si vous mettez, si vous prenez 1 ou 2 cuillères par-ci par-là, vous consommez, je sais pas moi, l'équivalent de 10 cuillères à café de miel par jour, tous les jours, et que votre objectif, c'est de perdre du poids et que vous avez déjà un peu d'inflammation chronique, etc., c'est pas la bonne idée. Donc, diminuer considérablement la consommation de miel. 1 cuillère par jour, comme tu dis, mode de très bon miel, c'est bien, mais il faut pas en abuser, quoi, parce que ça reste des glucides purs en fait, quoi. Yes. Question suivante. Comment former une assiette paléo? Alors Maud, si je devais te demander de faire une assiette paléo type devant toi, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Des légumes. Non, je mettrais 60-70% de légumes. Donc moi j'avoue que j'adore ça. Je vais pas. Donc mes assiettes sont grosses par contre. C'est pas le petit légume vapeur et puis la petite assiette comme ça. Au contraire. Donc 60-70% de légumes, une grosse portion de viande et aussi viande ou poisson ou des œufs. Mais par contre le tout cuisiné dans du bon gras. Et j'insiste, il faut du bon gras. Le gras, c'est la vie. Donc qu'est-ce que tu as comme bon exemple de bon gras justement? Alors, si c'est pas cuit fort, moi j'aime bien l'huile d'olive. Alors, je sais qu'après c'est la controverse, mais j'utilise beaucoup l'huile. Je lis beaucoup de choses, notamment sur Paléo France, et il y a quand même beaucoup de personnes qui critiquent l'huile d'olive, mais là je suis pas assez calée. C'est pour ça que c'est dans mon calepin. L'huile d'olive n'a pas de défaut connu à ma connaissance. Non, et en plus tu peux la faire cuire à des températures assez. Moi, je sais que j'aime bien faire cuisiner. Enfin, voilà, je fais revenir mes oignons dedans. C'est pas frit. Non, aucun souci. Mais bon, c'est vrai que ça revient souvent. Après c'est comme pour le miel, c'est ce que tu disais, une mauvaise huile d'olive. Oui, première pression à froid, bio, Yes. là, tout le team. Exactement, voilà.
Et puis après, de l'huile de coco. Sinon, tout à l'heure, on parlait d'oléagineux. Moi, je sais que je fais le jeûne intermittent. D'ailleurs, on n'a pas encore dit ce mot-là. Ça nous étonne. Hein. Moi, ça m'étonne de nous trois. On en parlera tout à l'heure. Mais pour le coup, sur 2 repas, j'ai mon total calorique sur 2 repas. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de compter mes oléagineux et j'aime bien parfois rajouter des noix ou bien des amandes dans mes woks, par exemple. C'est le petit côté croustillant. Et je n'ai pas peur de son impact. Voilà. Le gras, c'est super important pour la santé quand c'est du bon gras. Et surtout, comme tu m'as demandé quand même mon avis sur une assiette, et personnellement, c'est vrai que je suis low carb dans l'assiette, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de glucides à part les glucides des légumes. Donc pour le coup, oui, j'aime le gras. C'est le mot. Ok. Toi, Joris, des choses à ajouter du coup? Alors, tu as parlé des légumes, on peut quand même ajouter t'as pas des d'œufs, je crois, avec, c'est ça, non? Tu disais Alors, soit une source de protéines, dans tous les cas, une bonne source de protéines, une bonne source de lipides, et puis des légumes. Donc ça peut être des œufs, du poisson. toutes les recettes qu'on veut. Hein, les œufs, il y a plein de façons de faire, mollet, omelette, voilà, plein de façons de faire les œufs. Ça peut être des bons petits poissons gras comme sardines, ça peut être un bon saumon pêché en haute mer, ça peut être un morceau de viande issu d'animaux élevés en pâturage, donc qui ont mangé de l'herbe. Voilà, ça peut être ça. Et puis, effectivement, une remarque qui est très intéressante que tu disais, Maud, tout à l'heure, si tu parlais de grosses assiettes. Ça, c'est important parce que je vois beaucoup de gens qui disent aussi je me suis mis au paléo, du coup, j'ai tout le temps faim. Le truc, c'est que si on reste sur une petite assiette à manger, genre 3 feuilles de salade, oui, c'est normal d'avoir faim parce que beaucoup de gens ont le côté, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de manger un plat de pâtes. Un plat de pâtes, ça pèse lourd, c'est consistant, ça tient dans l'estomac et les gens ont l'impression d'être remplis. Alors qu'avec 3 feuilles de salade, forcément, on n'est pas rempli. Mais ça, en fait, ça va être lié aussi en grande partie à la taille de ton assiette. Si tu as une petite assiette ridicule, il ne se passera pas grand-chose. Moi, mon assiette de tous les jours, mon assiette qui sert donc pour mes repas, c'est une grande assiette. Parce que justement, j'ai besoin de place pour mettre tous mes légumes, pour mettre ce que j'ai mangé. Et une petite assiette normale, en fait, ce serait beaucoup trop petit pour moi. Donc, j'en prends 2. J'ai une grande assiette, moi. Si j'en ai une petite, c'est que j'en ai 2, en fait. Et quand on mange une grande assiette, donc, qui est riche en légumes, c'est rassasiant. Mais il faut manger des bonnes choses qui sont justement composées de légumes. Les œufs, les œufs, c'est rassasiant. Quelqu'un qui me dit que les œufs, c'est pas rassasiant, c'est faux. Si tu manges un œuf à la coque, oui, ça tient pas au corps, mais si tu manges une omelette avec 4 œufs, par exemple, crois-moi que ça va te caler. Hein. Quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas calé après 4 œufs, ça va dépendre aussi de la morphologie, mais il faut adapter. Mais après, moi, je mange paléo tous les jours, forcément, c'est ce que j'enseigne. J'ai jamais de problème de me dire j'ai encore faim après un repas, parce que j'ai des grosses assiettes et je mange des choses rassasiantes. Et comme tu disais aussi, Maud, avec du bon gras, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de colza. Ça joue sur la satiété. Ça joue sur la satiété, effectivement. Après, c'est peut-être les gens qui disent j'ai encore faim après. C'est peut-être pas la faim en fait qu'ils ont, c'est le besoin de manger parce qu'on est toujours frustré quand on commence parce qu'on se dit mais d'habitude à la fin je finis avec un yaourt ou je finis avec un morceau de pain et du fromage ou des choses comme ça en fait. Et c'est la frustration peut-être qui leur fait dire j'ai l'impression de pas avoir assez mangé quoi. Même sans parler de frustration, souvent en tout cas moi ce que j'entends c'est en se mettant au palais ou en tout cas à manger plus sainement, donc en jartant un petit peu l'alimentation industrielle, non, ils ne mettent pas assez de gras. Et là-dessus, j'insiste, un gras égale satiété, ça va ensemble. Donc, je dis normalement, c'est pareil, je ne mange pas le matin, mais par contre, si je fais un petit déj le matin, ma portion de glucides est moindre par rapport au petit déjeuner français ou continental. Et par contre, il faut du bon gras, il faut des protéines. Et normalement, si on en a assez, on n'a pas faim 1 heure après. C'est toujours le même problème de toute façon. Donc, Une question justement de Tom intéressante sur le live Facebook qui dit « Le plus dur pour moi, c'est de ne plus manger de pâtes, surtout les linguines. Avez-vous une alternative qui pourrait y ressembler gustativement ?» Pour ceux qui sont vraiment aficionados des pâtes, moi je recommande souvent les pâtes de légumes. Alors soit on les fait soi-même avec un spiraliseur. Donc en fait, on met les pâtes dans une machine, on tourne et puis pouf, ça sort en lamelles. C'est assez intéressant. On a fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne Bimove il y a longtemps avec Claire. Vous pouvez aussi trouver des pâtes toutes faites dans le commerce. Alors attention, les pâtes toutes faites sont souvent accompagnées d'autres choses que de légumes pour que la consistance soit là, le côté un petit peu dur. Ils rajoutent, ça peut être des pâtes à base de pâtes de riz et elles sont aromatisées, par exemple aux épinards, trucs comme ça. Mais voilà, ça peut dépanner, on va dire, ça peut remplacer en partie les pâtes classiques, les pâtes qu'on trouve, les justis crus et compagnie, quoi.
Alors justement, à Tom, je lui ai répondu aussi par rapport à ça. Les spaghettis au quinoa, donc le quinoa, si on si on le tolère bien, c'est top, hein. Enfin là, pour le coup, on parle vraiment de quelque chose qui remplace et qui ressemble en plus. Ouais, tout à fait. Enfin, j'adore les spaghettis de légumes. Honnêtement, je m'en fais tout le temps, hein. Spaghettis de courgettes, de carottes. Mais voilà, si on veut une texture pâte, Tu vois, moi, on tu les peut fais s'en aller toi-même, tes là-dessus. pâtes, ou tu les achètes toutes faites? Les spaghettis de quinoa, non, je les achète. Je vais pas mentir Ok. là-dessus. T'as déjà essayé Ouais. le spiraliseur du coup? Non, non, mais c'est aussi sur ma liste. J'ai un bloc-notes. Ouais, c'est Donc pas ouais, mal. ouais, C'est pas mal. ouais, faudrait que Notamment aussi j'essaie. en version crue, ça permet de manger des légumes peut-être un peu plus facilement. Il y a un côté un peu gourmand. On fait des belles assiettes avec des spirales de légumes. C'est très Mhm. joli. C'est assez. Ouais. Bah, souvent, on me demande, même dans mes recettes, hein, comment je fais. J'avoue, j'ai juste un économe, hein. Puis bah, Ouais. l'économe, ça me fait faire des spaghettis. Bon, par contre, oui, je vais quand même essayer ça, mais il faudrait que je le trouve. On a fait une vidéo là-dessus, donc Mhm. je la repartagerai à l'occasion. Ouais. Question pour toi, Joris, parce que là, c'est ta spécialité. Comment soigner ses intestins avec le paléo? Alors là, c'est le sujet. Le sujet. Ouais. Mais je vais faire court parce qu'en fait, en fait, toutes les questions auxquelles on répond, c'est déjà des réponses en fait à cette question-là, puisque Mhm. la santé intestinale, c'est l'endroit où va se passer la santé générale, en fait, vraiment, via le microbiote intestinal surtout. Donc en fait, il y a deux grands piliers. Retirer les aliments qui vont nourrir les mauvaises bactéries et ajouter les aliments qui vont nourrir les bonnes bactéries. Et il y a des sous-catégories pour les différentes pathologies, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, syndrome de l'intestin irritable, SIBO, etc. Et donc là, il faudrait être plus spécifique. Mais dans ce cas-là, je préfère que la personne pose une question sur sa pathologie Mhm. et j'y répondrai précisément. Puisque là, donner des conseils comme ça, ce que Oui. je vais donner en conseil généraliste, en fait, le conseil généraliste que je vais donner va peut-être potentiellement être dangereux pour la personne qui Ouais. va le suivre et qui a une rectocolite hémorragique, par exemple. Après, déjà, quand on mange paléo, alors sans parler des problèmes spécifiques des intestins, des maladies un peu plus graves, mais pour ceux qui ont des désordres intestinaux, on va dire relativement courants, le fait de passer au paléo, c'est comme on expliquait tout à l'heure avec la suppression du gluten, Mm, par mm, exemple, mm. Ça ça va déjà suffit en apporter général. beaucoup de bienfaits pour la santé intestinale, en fait. Mm, mm. Donc ça, en première couche, déjà, manger paléo, ça peut résoudre une très grande partie des problèmes intestinaux. Ouais. Et après, le cas spécifique, effectivement, pour des gens qui ont des maladies un peu plus euh, voilà, graves ou des maladies particulières, Sérieuse, ouais. là, il faut adapter. Il y a d'autres aliments à supprimer qui sont paléo, mais qui peuvent provoquer des désordres intestinaux. On peut parler des FODMAPs, par exemple, Mhm. entre autres. Et dans ces cas-là, bah, c'est effectivement, comme tu disais, Joris, du sur-mesure parce qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Ça va dépendre de la pathologie, ça va dépendre de l'histoire de la personne, ça va dépendre Ouais. de plein de choses. Donc, dans ce Il y a cas, même, oui. il Oui, y a même pardon. pour certaines pathologies, on ne suit pas, enfin, moi par exemple, pour la rectocolite hémorragique, je ne suis pas le plan paléo en fait, parce que c'est vraiment un design fait sur mesure pour la personne. Hmm. Et là, il n'y a plus de grandes lignes qui rentrent en compte en fait. Il n'y a pas de généralité, il n'y a que du personnalisé. Ouais. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que sur Rambimo, on avait créé deux programmes spécifiques. Donc, le programme Restaurer son intestin, donc, qui aide les gens à retrouver un intestin en bon état en Mhm. remettant une bonne paroi intestinale et en soignant le microbiote. Et puis, pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes, donc qui peuvent être liées en partie aussi à l'intestin, Qui sont il y a, liés, oui, ouais, directement. il y a le programme AIP, Auto-Immune Protocol, qui est un programme encore plus spécifique parce que là, ça va dépendre de la maladie et de plein de Mhm. paramètres. Donc, ce sont des programmes personnalisés avec, on va dire, un tronc commun, mais après, Ouais, c'est voilà, c'est ultra ça. spécifique. C'est pour ça que d'ailleurs, Joris vous accompagne là-dessus. Ouais. Si ça vous intéresse, on vous mettra des liens dans la description. Question intéressante, quels sont les aliments qui rendent accro? Ça, c'est Je une crois trop qu'on en bonne a cité question. quelques-uns. Bah, déjà, le sucre qu'on Mhm. a évoqué tout à l'heure quand on parlait des produits sucrés. Le sucre rend accro parce que justement, c'est un sécréteur de dopamine. Ouais. Le sucre, comme les drogues. Donc, dès que la dopamine, en fait, la notion d'accro, en fait, va être en grande partie liée à la sécrétion de dopamine, donc qui est l'hormone, le neurotransmetteur du plaisir, on va dire. Euh, donc il y a ça déjà, et puis après il y a tous aussi les aliments qui sont sexy, on va dire, qui sont justement un mélange de sucre et de gras, et Mhm. qui sont designés par les industriels pour avoir une forte palatabilité, comme on dit en fait, ils sont palatables, ils sont Ils sont agréables, bons. ils sont agréables dans la bouche, ils sont agréables au niveau des saveurs. Donc les industriels connaissent parfaitement la formule pour rendre un aliment euh, addictif, pardon. En plus, les industriels ont fait probablement une bonne partie de neurosciences, puisque c'est vraiment assez incroyable. Ils sont pas bêtes du tout. Parce qu'en fait, si on fait un peu le récap de l'être humain,
il y a deux grandes choses qui permettent de rester en vie et perpétuer l'espèce, c'est les activités sexuelles, et donc qui sécrètent, c'est pareil, du plaisir. C'est pour ça qu'on a envie de le refaire, puisque il faut se reproduire. Et il y a l'alimentation, parce qu'il faut pouvoir survivre, en fait. Et le cerveau, avec les années, a mis en place ce mécanisme du gras et du sucre. En fait, le but de la personne, c'était d'aller chercher des aliments très denses et il aura une récompense. Par exemple, ce qui est gras, c'est très dense, donc il va aller le chercher, hop, clac, et le cerveau lui donner plus de récompenses. Comme ça, il va recommencer. Comme ça, lui, indirectement, il va avoir plus d'énergie. Et donc, du coup, ils ont capté tout ça, ce qu'on apprend vachement en neurosciences. Et en fait, ils ont fait des pizzas, des chocolats, des cookies. Et en fait, ils ont mélangé clairement le sucre et le gras. Et ils ont créé des aliments qui sont super bons parce qu'ils sécrètent énormément de dopamine. Mais après la sécrétion de dopamine, bah, on ne se sent pas forcément dingue. Ouais. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de système de la récompense. Donc, j'ai fait des vidéos sur le sujet aussi. C'est un système c'est un peu comme tout à l'heure on expliquait pour tout ce qui est l'inflammation ou le stress. Ce sont des systèmes en fait qui servent à rester en vie, mais lorsqu'ils sont déviés de leur usage originel, c'est mauvais pour la santé, quoi. Ouais, Dévier l'inflammation, c'est mauvais pour la santé. Dévier le stress, c'est mauvais pour la santé. Dévier le système de récompense, c'est mauvais pour la santé. Et justement, la palatabilité des aliments qui est optimisée à fond par les industriels, bah, ça biaise le système de récompense, en fait. Yes. Donc, quand vous voyez, je sais pas, des bars, genre, pas, sans citer de marque, mais bon, on peut citer des marques, genre les Mars, les Kinder et tout le tralala, en fait, c'est du gras et du sucre, en fait. Pour faire simple, hein, je schématise, il y a autre chose, mais pour faire simple, c'est ça, c'est du gras, du sucre, et là, ça explose la dopamine, quoi. Mais c'est clairement c'est débattu scientifiquement, mais c'est clairement, il y a tous les aspects d'une addiction dans le fait de manger ce genre d'aliments. On pourra aussi dévier ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui ont exactement les mêmes mécanismes, les mêmes biais, en fait, les mêmes mécanismes. Alors, c'est pas dans la bouche du coup, là, ça se passe pas au niveau du goût, ça se passe au niveau vraiment purement du cerveau. Là, ça active le système de récompense à fond. Tout ce qui est justement Facebook, Instagram, etc., sont extrêmement forts pour activer le système de récompense. D'ailleurs, il y a un documentaire Netflix là-dessus, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Arte, Dopamine, quelque chose comme ça? Non, c'est un documentaire Netflix qui explique... Ah, sur Netflix. Ouais, qui explique justement que c'est toutes les personnes qui ont créé ces systèmes de notification et qui activent le système de récompense qui expliquent comment ils ont fait et aujourd'hui qui regrettent un petit peu, en fait. Voilà. Ouais, trop tard. Je l'ai retrouvé là. Question suivante. Comment lire une étiquette en version rapide? Tu avais fait une vidéo en plus il n'y a pas très longtemps sur ça. Ouais, Oui, je l'ai republié hier. Bah justement, avant-hier. Maud, comment tu lis des étiquettes, toi? Oh, alors quand j'achète des produits transformés, oui, je regarde toujours le tableau nutritionnel. Je regarde le glucide dont sucre et il faut que le dont sucre soit bas. Et puis idéalement que le protéine soit haut. Donc voilà, et puis un minimum de graisse plutôt insaturée, monoinsaturée, polyinsaturée. Plutôt que la graisse saturée. J'ai retrouvé le documentaire, ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée, The Social Dilemma sur Netflix. Voilà, petite parenthèse. D'accord. Si vous avez Netflix, n'hésitez pas à le regarder, c'est super intéressant. Donc oui, le sucre qui doit être absent, voire ou s'il est présent, pas en top position. Voilà, c'est ça, pas en première position. Joris, des choses à ajouter? C'est pas... Voilà, c'est cet ordre au niveau des ingrédients, parce que là tu parlais du tableau nutritionnel, mais au niveau des ingrédients, donc on a ce truc avec le sucre. Généralement, l'aliment principal devrait être celui qui est affiché en première position dans la liste des ingrédients. Et s'il y a... Généralement, on parle d'alimentation ultra transformée, donc on a aliments transformés, aliments ultra transformés, et en fonction de son taux de transformation, il va y avoir... Plus il est transformé, plus il y a de risques de cancer. Donc, cancer, c'est pareil. Si ça touche les cancers, ça veut dire que ça touche énormément de sphères de la santé. 2 à 3 ingrédients, c'est un aliment transformé. Plus, c'est un aliment ultra transformé. Mais ça ne compte pas si vous-même, à la maison, vous prenez 3 légumes, vous les mélangez avec un petit peu de machin. C'est pas la même chose parce que vous avez pris des ingrédients de façon isolée. Il n'y a pas tous ces trucs chimiques, pesticides, conservateurs, colorants, machin, qui peuvent être dans tous les E, en fait, les E130, ce machin. Glutamate. Ouais, voilà. Donc, le mieux, c'est le premier aliment en premier. Par exemple, si je prends...
le ketchup Heinz, qui est différent des autres ketchup. Et le ketchup Heinz n'est pas forcément, je vais me faire taper dessus, mais c'est pas forcément le pire. Parce qu'en premier, on a la sauce tomate. Après, on va y avoir des sels, des épices, des machins. On a du vinaigre blanc et on a le sucre en tout dernier. Quand on regarde la quantité de sucre C'est bien ça, c'est effectivement une bonne chose, quoi. Ouais, quand on regarde la quantité de sucre, finalement, c'est pas tant que ça. Vaut mieux le faire soi-même sans sucre, mais c'est pas le pire. Ok. Question suivante. Combien d'œufs peut-on manger par jour? Alors, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, sur les œufs, qui sont pas mauvais pour la santé. En théorie, il n'y a pas de limite, en fait. C'est à partir du moment où vos œufs sont de bonne qualité, il y a pas genre une valeur genre 5 ou 6 ou 4 ou 2,5. Il y a pas de valeur à condition de prendre des œufs de bonne qualité. Et comme tu disais tout à l'heure, Maud, on parlait des bleu blanc cœur. Bio bleu blanc cœur, c'est le cahier des charges idéal. Enfin, l'idéal, c'est quand vous avez vos propres poules qui sont en totale liberté dehors et qui mangent ce qu'elles veulent. Bon, ça, on sait que c'est pas facile pour tout le monde, hein. C'est même pour les citadins, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, de toute façon, voilà, il n'y a pas de valeur limite. C'est adapté, encore une fois, à votre corpulence, à votre niveau d'activité physique, à votre aussi souhait de manger des protéines, parce qu'il y en a qui veulent manger plus de protéines parce ils veulent prendre un peu de masse musculaire. Voilà, il n'y a pas de limite, mais en tout cas, voilà, prenez des bons œufs. De toute façon, vous ne pourrez pas manger 50 œufs par jour, hein. Comme on expliquait tout à l'heure, c'est extrêmement rassasiant un œuf et à partir de 4-5 déjà, c'est énorme. Donc, mais après, voilà, étalé sur une journée, vous pouvez en manger 4, 5, 6. Chacun a qui mange 10 œufs par jour, ça pose aucun souci. Peut-on manger des légumineuses dans le régime paléo? Qui veut répondre? Alors, moi, je veux bien répondre enfin, ce sera plutôt par goût, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Donc, les légumineuses comme les lentilles corail, par exemple, ouais, tout ce qui est pseudo-céréales, on va dire, ça va, faut pas, encore une fois, en abuser. Après, c'est vrai que si vous me le demandez à moi, je n'en consomme pas par goût, en fait. Donc, à part les lentilles corail, et encore, c'est une fois toutes les 2-3 semaines. Ouais. C'est vraiment par goût. Mais après, je pense que c'est par goût aussi par rapport à la façon dont réagit mon Oui. intérieur. Donc, c'est souvent le cas, hein. Donc voilà, je Mais peux pas que Joris. après, pour les légumineuses, c'est un peu un rétro-pédalage sur ça, sur la communauté américaine, en tout cas du paléo. C'est que finalement, on se rend compte qu'il y a une balance entre négatif et positif, comme pour certains légumes solanacés, en fait. Bon, on va pas rentrer en détail sur cela, parce que du coup, voilà. Mais pour les légumineuses, en fait, il y a un côté négatif et un côté positif, et on peut diminuer ce côté négatif à un point pour certaines légumineuses, pas pour toutes, à un point où le côté positif va être si positif que l'aliment va pouvoir être consommé un peu plus régulièrement que ce qu'on pensait à l'époque. Et les légumineuses les plus consommables en prenant des précautions que je dirais par la suite, c'est par exemple les haricots verts. Donc, vous le découvrez peut-être, c'est oui, effectivement, c'est une légumineuse. Ça va être les pois cassés et les lentilles. Voilà. Les pois chiches, dans une certaine mesure. Mais voilà, c'est celle-ci qu'on peut consommer plus régulièrement que les autres. Par contre, tout ce qui est haricots blancs, haricots rouges, haricots machin, que le peanut. Oui. Celle-ci aussi, il faut l'éviter absolument. Donc les haricots, les machins, etc., il faut les éviter en fait tout simplement parce que en prenant toutes les précautions que je vais dire par la suite, on n'arrive pas à faire en sorte de diminuer grandement les problèmes qu'elle pose. Et donc les problèmes en fait qu'ils pose, c'est surtout il y a plusieurs composés. Il y a par exemple de l'acide phytique, c'est un antinutriment. C'est-à-dire quand on le mange, en fait, il va y avoir une espèce de concurrence qui fait que non, moi je veux prendre le zinc, non, c'est toi qui le prends, non, c'est moi qui le prends. Et finalement, le corps se retrouve avec des carences en certains minéraux. Il y a des inhibiteurs de trypsine. En fait, il y a tout un tas de trucs qui peuvent poser problème pour l'intestin aussi. Mais si on les fait tremper entre 10 à 12 heures avant de les manger et si on les fait cuire pas à très haute température, mais qu'on les fait cuire assez longtemps pour que ça devienne assez mou à l'intérieur. Faut pas que ça devienne dur, sinon ça veut dire qu'il reste encore des antinutriments. Et ben, ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, on va avoir un bénéfice sur ces légumineuses, donc celles que je viens de citer, pas les autres. Les autres, elles peuvent être
consommer, mais enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi, je les consomme même pas. Et, elles vont être super, super, super bénéfiques pour le microbiote intestinal, donc pois chiches, pois cassés, pois, haricots verts et lentilles. Et c'est Bien justement, vous trempés. voulez savoir pourquoi le trempage c'est bon pour les légumineuses, pourquoi ça permet d'avoir des légumineuses sans problème. Bah, j'ai fait une vidéo sur le sujet aussi, tapez légumineuses sur la chaîne de Bimove, sur le moteur de recherche de Bimove, et vous trouvez une vidéo sur le sujet. Yes. Euh, on accélère un petit peu pour la dernière question. Est-ce que le régime paléo est low carb? Donc, c'est-à-dire faible en glucides. On a Maud, déjà plus ou moins on a, répondu on en a plus, je crois. répondu, mais on peut répondre en 10 secondes. Oui. Oui. Il est low carb. Après, la notion de low carb, la frontière Ouais, elle va dépend. dépendre, encore une fois, de votre niveau d'activité physique. Quelqu'un qui est sédentaire ou quelqu'un qui fait 1 heure de sport par jour n'aura pas son niveau de low carb au même endroit. C'est Est-ce que le jeûne intermittent est compatible avec le paléo? Non, pas du tout. Question suivante. C'est ciao, ça dégage. Non seulement c'est compatible, mais dans de très nombreux cas, c'est même recommandé. Tu peux nous avoir Yes. 2 mots, Maud, justement, toi qui pratiques le jeûne intermittent régulièrement. Oui. Ah bah oui, il faut. Donc déjà, petit rappel, qu'est le jeûne intermittent et ensuite. Parce que moi, j'étais en train de répondre à Séverine. Donc oui, dans le jeûne intermittent. Excuse-moi, j'ai un petit lag. Donc du coup, le jeûne intermittent, c'est de jeûner pendant 16 heures. Donc sur une fenêtre de 16 heures où on ne mange pas. Tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Hein. Ouais. Et puis bah du coup, ne manger que sur une fenêtre de 8 heures. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut manger pendant 8 heures. Hein. Et du coup, donc nos principaux repas se trouvent dans cette fenêtre de 8 heures. Donc, si par exemple on mange à 20 heures, bah, le lendemain, on pourra manger à midi. Donc, on saute le petit déjeuner. Pour certaines personnes qui font le jeûne intermittent, ne dînent pas, par exemple. Donc, font le petit déjeuner, font le déjeuner, une collation, mais ne dînent pas et renchaînent sur le petit déjeuner le jour suivant. Voilà, donc c'est juste sauter un repas, en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Et que sur les 2 repas restants, bah, en fait, vous consommez l'équivalent de 3 repas, donc c'est-à-dire que chaque repas, vous mangez un peu plus. C'est ça. Important, le jeûne intermittent n'est pas un système de restriction calorique. Le but, c'est pas de manger moins, c'est de manger pareil, mais différemment. Et l'avantage, du coup, c'est que vous allez notamment réguler vos hormones de façon beaucoup plus efficace, notamment l'insuline, qui va permettre, du coup, d'avoir justement une baisse de la résistance à l'insuline en ayant des longues périodes pendant lesquelles elle n'est pas sollicitée et en récupérant de la sensibilité à l'insuline, vous allez améliorer votre poids et plein de choses aussi dans votre corps qu'on évoque très souvent sur la chaîne. Donc oui, jeûne intermittent, ça peut être une excellente façon de complémenter le paléo. Et quand on combine paléo et jeûne intermittent, justement, eh ben, c'est là qu'on a les résultats les plus rapides et les plus spectaculaires. On finit avec des questions qui ont été envoyées directement donc, sous les commentaires. Les sources de zinc qui sont intéressantes, Joris? Alors, je crois aussi que cette personne a demandé l'AJR, en fait. Le fer. Aussi. Le fer est aussi le besoin par jour. Donc, pour le zinc, c'est entre 11 mg et 14 mg par jour. Pour le fer, c'est c'est 11 mg pour un homme, 16 mg pour une femme, 16 mg parce qu'elles ont leur menstruation, donc du coup, elles ont besoin d'un peu plus de fer. Les sources de fer, principalement dans la viande, parce que dans les végétaux, c'est pas assimilé de la même façon, à moins de prendre des compléments de vitamine C, parce que du coup, au niveau, enfin, bref, ça, voilà. Les interactions du coup entre les minéraux, les vitamines, etc., c'est compliqué. Yes. Et pour le zinc, bah, ça va être, c'est pareil. C'est surtout, en fait, il y en a beaucoup, par exemple, dans les fruits de mer, dans les graines de citrouille, par exemple, dans les viandes, les abats, les choses comme ça, en fait. Si on mange bien paléo, on va dire entièrement, on n'a pas forcément de raison de s'inquiéter pour ces carences-là. Sinon, un petit complément alimentaire peut faire l'affaire. Surtout en zinc, pas en fer. Attention en fer, la complémentation en fer, elle est très spéciale. Parce que le fer, justement, va venir interagir avec d'autres composés. Donc, si jamais vous vous complémentez en fer, c'est toujours en dehors des repas, si possible. Et c'est le seul complément que vous prenez. Vous ne mélangez pas le fer avec autre chose. C'est-à-dire un bon complément alimentaire ne devrait pas contenir de fer. Enfin, un complément multivitaminé, on va dire, pardon, excusez-moi. Un bon complément multivitaminé, multiminéraux ne contient pas de fer parce que le fer va venir interagir et bloquer l'absorption d'autres choses. Donc, complémentez-vous en fer en parallèle et de façon séparée des autres choses. Et je rajouterai exclusivement si vous avez besoin.
Oui, de parce fer. que ça peut vite partir en cacahuète. Mais c'est surtout que le fer, on ne retrouve pas dans le corps du fer libre comme ça, à part par supplémentation. Donc déjà, c'est très mauvais pour le microbiote intestinal. Et en plus, le fer, nous, on le stocke dans des grosses protéines qu'on appelle ferritine, par exemple. Et dedans la ferritine, on a plein de fer, en fait, qui est transporté partout. Parce que le fer, quand il s'associe à des liquides, en fait, du corps, ça crée, voilà, ça crée un peu le bordel, on va dire. C'est très, très, très pro-oxydant, en fait. C'est oxydatif. Mais c'est néanmoins indispensable, notamment pour l'hémoglobine, pour le transport de Yes. l'oxygène. C'est fondamental. Donc voilà. Attention, je vais faire une vidéo prochainement sur le fer parce que c'est un sujet très intéressant mais un peu complexe. Et pour le multivitamine, aussi éviter donc le fer et le manganèse et le cuivre. C'est ces trois-là, parce que c'est vraiment des trucs, c'est vraiment Tous les métaux, on va dire. Ouais, voilà. Et ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre, c'est juste qu'il faut être sûr que ce soit recommandé, quoi. Autre question, j'ai vu quelque part que sans glucides, donc quelqu'un qui mange en mode très très low carb ou en mode cétogène, les protéines vont augmenter à long terme la glycémie. Enfin, je sais pas si tu veux répondre, mais c'est pas à long terme, en fait. Les protéines, elles augmentent la glycémie, mais ça dépend de l'assiette, encore une fois. Ce qui dépend, on va pas, enfin, c'est en fait, voilà, les paramètres nutritionnels, ils doivent pas servir à des fins, anti-humain. Enfin, je veux dire, c'est ok, les protéines vont faire augmenter la glycémie, mais c'est pas parce que ça fait augmenter la glycémie que du coup vous allez prendre du poids en fait, ou que vous allez ou que ça pose un problème pour la santé. C'est quelque chose de physiologique, c'est normal, comme les glucides qui font augmenter. C'est juste anormal que ce soit des produits transformés qui fassent ça, mais en soi, si vous mangez de la patate douce, ça va plus augmenter que si vous mangez des olives, par exemple. Ou si vous mangez de la viande, ça va plus augmenter que si vous buvez un peu d'huile d'olive, quoi. Autre question, je suis atteinte de fibromyalgie et désirerais savoir quelle alimentation serait la plus appropriée pour atténuer les douleurs. Je pense qu'on fera prochainement une série de vidéos sur la fibromyalgie parce que c'est une pathologie qui est assez fréquente et Yes. assez invalidante. Et il y a plein de choses à dire sur le sujet. Donc, en 2 mots, Joris, l'alimentation que tu jugerais idéale, même si je pense que le paléo va être en grande partie de la réponse. Ouais. En premier, paléo, si ça suffit pas, régime AIP, si ça suffit pas, complémentation. AIP, c'est paléo modifié pour les maladies auto-immunes. Donc tu vas te dire, oui, mais la fibromyalgie, c'est pas une maladie auto-immune. Et en fait, probablement que si, on n'est pas encore sûr. C'est une maladie complexe, hein, la fibromyalgie. C'est complexe, en fait, déjà, c'est neurologique parce qu'on se demande si c'est pas une inflammation des petites fibres, en fait, de notre corps. Et si c'est pas un dérèglement c'est pareil, hein, c'est toujours un espèce de ratio dans le cerveau, ça marche par excitation, inhibition. Donc excitation, glutamate. C'est pour ça que ça donne des migraines, par exemple. Les produits chinois ont beaucoup de glutamate. Et inhibition avec, par exemple, le GABA, c'est un acide aminé, un neurotransmetteur qui calme. Mais on peut prendre du GABA en complément alimentaire, mais je te recommande de te faire suivre par quelqu'un, soit un micronutritionniste, soit un médecin, soit un pharmacien, soit un naturopathe qui connaît le sujet. Tu peux te complémenter en plusieurs choses. Magnésium, ça aide beaucoup. Beaucoup de légumes parce qu'il y a un problème au niveau du microbiote intestinal. Mais voilà, c'est difficile de donner un conseil très précis. De façon globale, et je pense ne pas me tromper, quelle que soit la pathologie, quelle qu'elle soit, manger paléo, donc c'est-à-dire la façon optimale, comme tu sais, l'alimentation physiologique de l'homme, ça ne peut faire que du bien. À aucun moment, on va dire mange ultra transformé, mange plein de graisses mauvaises pour la santé, mange beaucoup de sucre. Enfin, si on prend l'inverse du paléo, ce sera toujours quelque chose qui va abîmer la santé. Ouais. En mangeant paléo, on va faire en sorte que le corps fonctionne mieux. Et quand le corps fonctionne bien, il aura d'autant plus de facilité à lutter contre les pathologies, contre ces dérèglements. En fait, c'est un peu comme si en mangeant non paléo, vous mettiez des bâtons dans les roues de votre vélo, voilà, vous pouvez pas avancer, quoi, en fait, vous pouvez pas soigner, ou du moins rapidement, quoi. Donc, quelle que soit la pathologie, manger de façon physiologique, ça va vous aider, en fait. Après, il y a des ajustements. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des ajustements. Par exemple, je vois pour la thyroïde, il faut qu'il y ait un peu de glucides supplémentaires pour les thyroïdies, comme je l'ai dit, pour les maladies inflammatoires. On peut manger paléo avec des glucides, hein. De toute façon, il n'y a pas de... Oui, voilà. C'est pour ça que, en fait, j'allais dire, si c'est vraiment bien fait, normalement, ça ne devrait pas poser de problème en première ligne.
Dernière question pour Maud. Quel est le meilleur livre à acheter quand on souhaite faire le régime paléo? Est-ce que tu as lu des livres, non, toi? pas à moi. T'as pas lu de livre sur le paléo, Pose pas- Bah, moi, j'ai lu toute ta chaîne déjà. Alors, s'il te plaît, hein, depuis 2 ans, je bosse quand même. Mais non, là, le bouquin que je suis en train de lire, bah, c'est sur les intestins. C'est lequel? C'est cet organe mal aimé. Ok. Et qui est D'accord. vraiment génial. Et bien pour le coup, oui, ça parle énormément de microbiote, donc c'est vrai que c'est pareil. Elle n'a pas mis le mot paléo dessus, mais c'est Ouais. exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc après, oui, je me souviens plus du prénom de Vernesson du livre dont tu parles, mais Ok. demande. Après, nous, on conseille souvent 2-3 livres de base. Donc, déjà, pour les idées de recettes, il y a le livre de Blandine qui s'appelle Oui, bah 123 ça, oui. idées de recettes paléo, Blandine, ça, je pouvais la citer. que Joris a. Voilà, très bien. Ouais. Donc, qui est un des livres les plus complets sur justement la cuisine paléo, comment créer des recettes paléo. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est un best-seller, c'est-à-dire que là, il est sorti, je ne sais plus il y a combien d'années maintenant, mais on le trouve toujours quand je vais dans les Ouais, Fnac, super ou on le trouve commentaire. toujours dans les librairies, hein, il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez le trouver sur les différents sites de vente en ligne. Vous pouvez le commander chez votre libraire préféré. Sinon, pour la partie théorie du paléo, moi, je conseille souvent le modèle paléo de Mark Sisson, qui donc pose bien les bases de ce qu'est le paléo. Alors, d'ailleurs, une parenthèse, dans ce live, on a parlé quasiment que d'alimentation. C'est vrai, en plus. Ouais, c'est vrai. Le modèle paléo, donc avec la notion de modèle, pas juste cuisine paléo, c'est aussi l'activité physique, c'est aussi le mental, c'est aussi le sommeil. Et on ne peut pas prendre soin de notre santé sans parler de ces piliers-là. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, là, on a fait déjà un live qui a duré presque 1 heure et demie. On ne pourra pas aborder tous ces sujets-là, on en fera peut-être d'autres. Après, je sais de toute façon que l'alimentation, c'est le sujet qui plaît le plus, sur lequel on a un effet de levier qui est le plus intéressant, parce que c'est facile à modifier. Enfin, facile. C'est plus facile à modifier son alimentation que son activité physique, paradoxalement, je pense. Parce que quand on n'a jamais fait de sport de sa vie, c'est compliqué de se mettre au sport. L'alimentation, de toute façon, on mange 3 ou 2 fois par jour, suivant qu'on fait le jeûne intermittent ou pas, donc on est forcément confronté à ça. Donc, mais clairement, après je fermerai ma parenthèse, moi j'ai vu des personnes en fait qui avaient changé d'alimentation en passant en mode paléo, mais qui n'avaient pas forcément des très grands résultats sur leur santé, parce que le sommeil derrière était catastrophique, parce qu'il y avait zéro activité physique, parce que c'était des personnes qui étaient extrêmement stressées, qui étaient anxiogènes, etc. Et là, vous aurez beau manger la meilleure alimentation du monde, si jamais vous ne prenez pas soin des autres piliers de la santé, voilà, vous faites du vent en fait, quoi. Enfin, ça mieux que rien, clairement, mais ce ne sera pas complet, ce ne sera pas le modèle paléo tel qu'on le définit en fait, c'est-à-dire une version globale, holistique, on va dire. Donc oui, je suis un peu moi-même pénalisé d'avoir parlé que d'alimentation, mais je sais que de toute façon. On peut faire un live spécial fitness. Hein, mais ouais, mais paradoxalement, je sais que ça intéresse moins les gens. Bah, nous, ça nous intéresse. Ouais, mais je vois qu'on partage une recette de frites de patates douces sur le groupe Paléo France. Les gens, ils adorent, ils partagent à fond, ils likent, ils commentent. On dit, voilà, faites tel exercice pour être en meilleure santé. Ils s'en foutent. J'exagère, hein, mais. Non, mais c'est vrai que ça parle peut-être plus, mais. Comment mieux dormir, voilà, comment. Disons que pour bien comprendre au niveau du sommeil, je vais rebondir là-dessus, mais c'est vrai que le sommeil, c'est pas juste dormir et recharger ses batteries. Et le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est ça. Mais aussi, quand on dort, on sécrète des hormones aussi qui vont jouer sur notre satiété quand on est réveillé, qui vont jouer sur. Et ça, je pense que n'importe qui écoute ce que je dis, si vous faites une petite nuit, très souvent le lendemain, on a la dalle en fait, mais on a faim parce qu'en fait, on n'a pas sécrété ces hormones-là. Et quand on prend conscience mais il faut déjà le savoir. Et quand on prend conscience de ça, moins va avoir tendance à plus manger, comme tu le disais très bien. Ça, c'est évident. Qui dort moins. Quelqu'un qui dort moins. Et c'est vrai que ça joue énormément. Le sommeil, c'est. Donc oui, pour revenir à nos moutons, donc le modèle paléo de Mark Sisson, donc qui lui parle d'une vision globale du paléo, d'alimentation, d'activité physique, de sommeil et de mental. Sur la partie purement spécifique à la nutrition paléo, justement Paléo-nutrition de Julien Vénesson. Venesson, je me trompe dans ça. J'ai dit Vénesson tout à l'heure, je croyais qu'il y avait. Lui est spécifique à l'alimentation paléo avec tout notamment plein de choses sur la théorie, sur pourquoi, etc., etc. Il est très très bien. Voilà, après il y a plein de livres qu'on recommande. Non, n'hésitez pas à les voir sur Bimove, vous tapez Bimove livre au pluriel et, sur Google et vous trouverez des recommandations. Est-ce que tu as d'autres idées de livres, toi, Joris? Moi, il y a aussi celui de. C'est une diététicienne, Lagacé, Jacqueline.
Elle a sorti un livre aussi, je crois que c'est ABC du paléo ou quelque chose comme Je ça. ne connais pas celui-là. C'est Il est sorti récemment, non, ou pas? non, il y a un petit moment. Ok, bah, je ne le connais pas. Jacqueline Lagacé, je crois. Ok, Je sais plus. on va très bien. Dites-nous dire en commentaire si vous allez Ah le non, livre. c'est Jacob Aglaé. Oh, je sais plus. Ah, je sais plus. C'est pas Aglaé Jacob, non, du coup, non? Si, je crois que c'est ça. Ah, d'accord. C'est Jacqueline ou Jacob? Je sais pas, moi je suis paumé. Donc, Aglaé, enfin, je avais parlé par MP récemment, là, qui... Mais oui, voilà, c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Elle a fait un livre aussi sur ça. Voilà, qui est très très bien. Ouais. C'est... comment il s'appelle déjà? C'est... Je me mets au paléo. Je me mets au palais. Merci, c'est ça. Très très bien. Oui, c'est très sympa ce livre. Mm, mm. Donc, dites-nous en commentaire, vous d'ailleurs, si vous avez lu un livre sur la santé récemment, et dites-nous quel est-il en commentaire. Laissez un petit like si vous avez aimé ce live, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, si vous voyez ce live en replay. Comme je dis souvent, le mot de la fin. Joris, le mot de la fin. Maud, d'abord à toi. Mot de la fin. N'ayez pas peur du paléo. Donc, je sais que c'est une étiquette. Tout à l'heure, on parlait de ces étiquettes qui peuvent faire peur. N'en ayez pas peur. Voilà, c'est tout. Et Joris. Venez, c'est cool. On est bien. On sent la fin. Non, mais c'est. Enfin, si vous voulez aller mieux, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Mais après, je peux peut-être me tromper, mais je pense pas me tromper. Donc C'est venez. un excellent démarrage en termes de changement alimentaire si vous voulez souhaiter aller mieux, clairement. Ouais, je pense aussi. Ok, merci à vous deux en tout cas d'avoir été là ce soir pour ce live. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On essaiera d'y répondre ultérieurement. Et puis, nous, on vous retrouve très bientôt sur Facebook et sur YouTube pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures paléo. On a encore plein de choses à partager avec vous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut. Bye.